Un jeune milliardaire trouve une petite fille affamée devant la porte de son domaine. Elle le regarde et dit « Pardon papa, je suis en retard ». Ce qu'il découvre ensuite va changer sa vie à jamais. La pluie martelait les grandes fenêtres du domaine Hayes comme si elle voulait y pénétrer de force. Noah ne s'en souciait pas. Le bruit de l'averse l'aidait même à se concentrer sur les chiffres qui remplissaient l'écran de son ordinateur. Tableaux, graphiques et prévisions financières, tout son univers se résumait en données et pourcentages. Il était presque 22 heures un vendredi soir et le bureau au rez-de-chaussée du domaine restait la seule pièce illuminée. Les employés s'étaient déjà retirés dans l'aile de service ou étaient rentrés chez eux. Noah préférait cela. Le silence était son allié le plus fidèle. Un éclair fendit le ciel, illuminant un instant le jardin impeccablement entretenu à travers les grandes portes-fenêtres. Le tonnerre qui suivit fit légèrement vibrer la maison. Encore 1 heure. Et j'en aurais fini, marmonna-t-il pour lui-même, ajustant ses lunettes de lecture. Noah Hayes était le genre d'homme que beaucoup considéraient comme un grand succès. À 38 ans, il dirigeait l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays. Argent, pouvoir, respect, il possédait tout ce que le monde valorisait. Pourtant, il vivait seul dans un domaine bien trop grand pour une seule personne, et son calendrier social se résumait principalement à des réunions professionnelles et à des dîners d'affaires. Il s'apprêtait à revoir le dernier rapport de la soirée lorsqu'on frappa à la porte d'entrée. Le bruit semblait fragile face au grondement de la tempête, mais restait malgré tout audible. Noah fronça les sourcils. Il était 22 heures, en pleine tempête. Qui frapperait à sa porte à 1 heure pareille? Il hésita un instant. L'interphone n'avait pas sonné, ce qui signifiait que quelqu'un avait passé le portail principal sans s'annoncer. Peut-être une urgence concernant un employé. On frappa de nouveau, plus insistant. Poussant un soupir agacé, Noah se leva et traversa le hall d'entrée. Il n'attendait personne et détestait les surprises. Il alluma la lumière extérieure et ouvrit la porte, déjà prêt à afficher un air d'impatience. Ce qu'il vit le laissa momentanément sans voix. Une petite fille d'environ 5 ans se tenait devant lui. Trempée jusqu'aux os, ses cheveux châtains collés au visage, elle serrait contre sa poitrine un sac à dos tout aussi mouillé. Visiblement transie de froid, elle le regardait de ses grands yeux marrons, qui, malgré l'évidence de sa fatigue, brillaient d'une étrange détermination. « Je peux t'aider » demanda Noah, confus par la présence d'une enfant non accompagnée. La fillette déglutit, grelottant toujours. Puis, elle dit quelque chose qui fit vaciller le sol sous les pieds de Noah. « Tu es bien Noah Hayes, n'est-ce pas? Je m'appelle Emily. » Elle marqua une pause comme pour rassembler son courage. « Tu es mon père. » Noah eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Son premier réflexe fut de fermer la porte et de faire comme si rien ne se passait. Une erreur, une blague, ou peut-être une sorte d'escroquerie élaborée. « Je pense que tu fais erreur, » répondit-il froidement. Mais il ne parvint pas à fermer la porte. La fillette, Emily, avait l'air si fragile sous cette pluie impitoyable. « Maman a dit que tu ne serais pas pour moi, » continua-t-elle, la voix petite, mais ferme. « Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais venir te voir. » Noah tenait toujours la poignée, partagé entre la méfiance et le sentiment étrange qu'il ne pouvait pas simplement l'ignorer. « Où est ta mère ?» demanda-t-il, toujours sur ses gardes. Emily baissa les yeux pour la première fois. « Je ne sais pas. On était ensemble dans le supermarché près de l'hôtel et puis il y avait beaucoup de monde et je l'ai perdue. J'ai attendu, mais elle n'est pas revenue. Maman m'a toujours dit que si on se retrouvait séparés et que je ne la retrouvais pas, je devais venir ici. » Un nouveau coup de tonnerre ébranla le ciel, faisant frissonner la petite fille. Noah jeta un œil derrière elle, vers la tempête, qui semblait s'intensifier à chaque minute. Il ne pouvait tout simplement pas la renvoyer dehors, même si son histoire paraissait inventée. Aucun enfant ne devrait se retrouver seul par un temps pareil. « Comment es-tu arrivé jusqu'ici » demanda Noah sans ouvrir entièrement la porte. « En taxi, répondit Emily. Maman m'a appris ton adresse. Elle disait que je devais la connaître par cœur au cas où j'en aurais besoin. » Elle fouilla dans la poche de son manteau trempé et en sortit quelques billets froissés et mouillés. « J'ai utilisé l'argent d'urgence. » Noah hésita encore un instant. Une partie de lui, la partie froide et rationnelle qui l'avait propulsé au sommet du monde des affaires, lui murmurait que c'était une sorte de piège, qu'il devait appeler la police immédiatement.
qu'il ne fallait surtout pas se laisser entraîner, mais l'autre partie, celle qui s'exprimait rarement, ne pouvait se résoudre à laisser cet enfant grelotter sous la pluie. « Entre !» dit-il finalement en ouvrant plus grand la porte. « On va éclaircir tout ça. » Émilie fit un petit pas hésitant à l'intérieur du hall, formant une flaque sur le sol en marbre. Elle paraissait encore plus menue sous la lumière éclatante. « Du grand lustre. Comment s'appelle ta mère ?» demanda Noah en refermant la porte derrière elle. « Claire Donovan », répondit immédiatement Émilie. Noah fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait absolument rien. Il était certain de ne jamais avoir fréquenté quelqu'un qui s'appelait Claire Donovan. Du moins, il ne s'en souvenait pas. Émilie éternua, ramenant Noah à la réalité. Quelle que soit la vérité, la petite avait besoin de vêtements secs et de quelque chose de chaud à manger. « Montons », dit-il sur un ton toujours un peu distant. « Tu dois te réchauffer avant de tomber malade. » Émilie acquiesça, le suivant dans l'immense escalier qui menait au premier étage. Ses pas trempés laissèrent des traces sur la moquette, et Noah essaya de ne pas penser à ce que sa gouvernante dirait le lendemain matin. Le domaine Hayes comptait 5 suites réservées aux invités, toutes impeccablement entretenues, malgré leur rare utilisation. Noah emmena Émilie dans la plus petite, alluma les lumières et ouvrit le placard intégré. « Je n'ai pas de vêtements pour enfants, évidemment, » dit-il, sortant un simple t-shirt blanc. « Ça fera office de chemise de nuit pour l'instant. La salle de bain est juste là. Prends une douche chaude et sèche-toi bien. » Émilie saisit le t-shirt avec précaution, comme si c'était un trésor. « Merci, » murmura-t-elle si bas que Noah l'entendit à peine. « Je vais te préparer quelque chose à manger, » dit-il, en se dirigeant vers la porte. « Je serai en bas quand tu auras fini. » En descendant l'escalier, Noah sortit son téléphone de sa poche et envisagea d'appeler immédiatement la police. Une enfant perdue relevait du ressort des autorités, pas du sien. Mais quelque chose le dérangeait. Claire Donovan. Il essaya encore une fois d'associer ce nom à un visage, un souvenir quelconque. Rien. Pourtant, l'affirmation d'Émilie selon laquelle il était son père exigeait une réponse plus ferme que de simplement la mettre à la porte. Si c'était vrai, ce dont il doutait fortement, ce serait un problème aux proportions inimaginables dans sa vie si méticuleusement contrôlée. Si c'était faux, il devait tout de même découvrir ce qui se cachait derrière cette histoire. Dans la cuisine, il trouva de quoi faire un sandwich et une soupe instantanée. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffirait à réchauffer. La fillette. Pendant que l'eau bouillait, Noah se surprit à fixer la fenêtre, ne voyant que le reflet de son propre visage crispé. 15 minutes plus tard, Émilie apparut à la porte de la cuisine. Le t-shirt blanc lui arrivait aux genoux, et ses cheveux encore humides semblaient plus foncés que ce que Noah avait d'abord remarqué. Elle paraissait moins effrayée maintenant, mais toujours vulnérable, d'une manière qui le mettait mal. « À l'aise ? Assieds-toi » indiqua-t-il en montrant un des tabourets hauts près du comptoir. Émilie obéit et s'installa avec difficulté sur le tabouret. Ses pieds nus pendaient dans le vide, sans atteindre le repose-pied. Noah posa le sandwich et la soupe devant elle. « Comment as-tu su où me trouver ?» demanda-t-il pendant qu'elle commençait à manger, manifestement affamée. Entre deux bouchées, Émilie répondit « Maman a toujours su où tu habitais. Elle disait que c'était important que je le sache, au cas où j'aurais besoin de toi. » Un jour, « Et pourquoi aurais-tu besoin de moi ?» insista Noah, l'observant attentivement. Émilie haussa les épaules, concentrée sur sa nourriture. « Parce que tu es mon père, c'est ce que maman a dit. » Noah inspira profondément, essayant de garder son calme. « Émilie, je ne connais pas ta mère. Je crois qu'il y a un malentendu. » La fillette leva les yeux de son assiette. « Elle a dit que tu dirais ça. »« Et qu'a-t-elle dit d'autre ?» demanda Noah en croisant les bras. Émilie prit une cuillerée de soupe avant de répondre. « Qu'il ne te resterait aucun souvenir d'elle. Que c'était il y a longtemps. Mais que si elle ne pouvait pas s'occuper de moi, tu le ferais. Parce qu'au fond, tu es un homme bien. » Noah se sentit étrangement mal à l'aise en entendant cette affirmation. Un homme bien. Ça faisait longtemps que personne n'avait employé ces mots pour le décrire. « Je vais appeler la police demain matin, » déclara-t-il d'une voix neutre. « Ils sauront comment retrouver ta mère. » Émilie ne protesta pas, hochant simplement la tête alors qu'elle continuait à manger. Elle avait l'air épuisée. « Où est-ce que ta mère et toi vivez ?» essaya-t-il encore. « On déménage beaucoup, » répondit Émilie vaguement. « On était dans un hôtel pas loin d'ici cette semaine. Et avant ça, on habitait à Lyon. Et avant, à Bordeaux.
Noah comprit qu'il n'arriverait à rien avec cet interrogatoire. La petite était clairement trop fatiguée pour donner des réponses cohérentes. « J'ai fini », dit-elle en repoussant son assiette vide. « Merci pour le repas. » Noah emporta la vaisselle à l'évier. « Allons, je vais te ramener à la chambre. Demain, on s'occupera de tout ça. » Sur le chemin du retour vers la suite d'amis, Noah remarqua la curiosité avec laquelle Émilie observait tout. Les tableaux au mur, les sculptures dans les alcôves, la taille des pièces. On aurait dit qu'elle mémorisait chaque détail. « C'est ici, » dit-il en ouvrant la porte de la chambre. « Tu as tout ce qu'il te faut dans la salle de bain. Si tu as besoin de quelque chose cette nuit, ma chambre est la dernière au fond du couloir, à droite. » Émilie grimpa sur le lit, bien trop grand pour elle, et s'installa parmi les oreillers. « Maman va me retrouver ?» demanda-t-elle, première vraie manifestation de vulnérabilité que Noah voyait depuis son arrivée. « On va la retrouver, » répondit-il, évitant de trop s'avancer. « Repose-toi maintenant. » Il était déjà sur le point de sortir quand la petite voix d'Émilie l'arrêta. « Elle a dit que tu étais un homme bien. » Noah s'immobilisa sans se retourner. « Mais que tu t'étais oublié toi-même » acheva Émilie presque dans un murmure. Noah sentit un frisson inexpliqué le parcourir. Il se retourna pour répondre, mais Émilie s'était déjà blottie contre les oreillers, les yeux fermés. Il éteignit la lumière, laissant seulement la lampe de chevet allumée et referma la porte. Dans le couloir, il s'adossa un instant au mur, se sentant soudain à bout de souffle. « Oubliez toi-même ». Les mots le hantèrent alors qu'il retournait à son bureau. La pluie restait impitoyable dehors, mais à présent, quelque chose de plus troublant que la tempête occupait son esprit. La certitude absolue de n'avoir jamais connu de Claire Donovan commençait à se fissurer, remplacée par une inquiétude qu'il ne savait nommer. Il se rassit devant l'ordinateur, mais les rapports financiers n'avaient plus d'importance. Il ouvrit une nouvelle fenêtre de navigation et tapa le nom qui désormais l'obsédait. Claire Donovan. La recherche commençait maintenant, en même temps que la nuit la plus étrange de sa vie. Là-haut, endormie dans la chambre d'amis, une petite fille affirmant être sa fille ne portait pas seulement un sac à dos trempé. Elle apportait avec elle des questions auxquelles Noah n'était pas sûr de vouloir connaître les réponses. 3 jours passèrent depuis l'arrivée d'Émilie. Noah gardait une distance calculée, même après avoir découvert que l'hôtel dont la fillette avait parlé existait réellement et que Claire Donovan y avait effectivement séjourné avec une enfant, avant de disparaître le jour exact mentionné par Émilie. La police avait ouvert une enquête sur cette disparition, mais aucun élément concret n'avait encore été trouvé. Et Émilie restait au domaine Hayes, de plus en plus à l'aise dans cet espace qui n'était pas le sien. « Il faut clarifier les choses une bonne fois pour toutes », dit Noah à son avocate Diane Wells, assise en face de lui dans son bureau. « Je veux un test ADN, le plus rapidement possible. » Diane ajusta ses lunettes rectangulaires, analysant la situation avec le sang-froid que Noah appréciait tant dans ses services. « Je peux m'en charger dès aujourd'hui, » répondit-elle. « Je connais un laboratoire qui peut traiter le dossier en priorité. Nous aurons des résultats préliminaires sous 48 heures. » « Parfait. » Noah tapota du bout des doigts sur son bureau. « Et en ce qui concerne la garde provisoire, techniquement, vous exercez déjà la garde de facto. Si le test confirme la paternité, cela deviendra un droit légal. » Diane fit une pause. « Et s'il ne confirme pas, alors nous découvrirons qui est derrière toute cette histoire et ce qu'ils veulent vraiment. » Noah ne cacha pas la dureté de sa voix. Lorsque Diane partit, Noah monta jusqu'à la chambre où se trouvait Émilie. Il la trouva assise sur le lit en train de dessiner dans un bloc que la gouvernante lui avait donné. « Émilie. » Sa voix fit lever les yeux de la fillette. « Nous devons faire un test. »« Quel genre de test ?» demanda-t-elle, l'air vraiment curieux, sans aucun signe d'inquiétude. « Un test ADN. »« Tu sais ce que c'est ?» Émilie acquiesça. « C'est quand on vérifie si 2 personnes appartiennent à la même famille, comme un père et sa fille. » Elle sourit légèrement. « Maman m'a expliqué qu'un jour, tu voudrais peut-être faire ça. » L'assurance de la petite l'irrita. On aurait dit que Claire Donovan avait préparé Émilie à chaque étape de cette rencontre, à chacune de ses réactions à lui. « Alors ça ne te dérange pas ?» demanda Noah en l'observant attentivement. « Non. » Émilie se remit à son dessin. « Je sais que tu es mon père. » Noah sentit son visage chauffer, un mélange de frustration et d'un malaise qu'il ne pouvait définir. Pourquoi cette fillette était-elle si sûre? Pourquoi était-ce lui qui se sentait acculé? 2 heures plus tard,
une infirmière du laboratoire désignée par Diane arriva au domaine. La procédure fut rapide, un simple prélèvement de salive, pour Noah et pour Emily. La petite ne montra pas la moindre nervosité, tandis que Noah ne parvenait pas à dissimuler son agitation. « Combien de temps avant d'avoir les résultats ?» demanda-t-il à l'infirmière. « Nous traitons votre dossier en priorité, monsieur Hayes. Dans 48 heures, au plus tard. » Ces 48 heures furent les plus longues dont Noah se souvenait. Il s'efforça de se concentrer sur son travail, mais son esprit retournait sans cesse vers la fillette qui dormait désormais sous son toit, vers ce nom qui ne quittait pas ses pensées, Claire Donovan, et vers cette sensation inexplicable de perdre le contrôle de sa propre histoire. Emily, en revanche, paraissait de plus en plus à l'aise. Le matin du deuxième jour, Noah la trouva dans la cuisine, aidant la gouvernante à préparer des crêpes. « Bonjour, dit-elle naturellement, comme si elle habitait là depuis des années. « Tu veux des crêpes aux myrtilles? Ce sont les meilleures. » Noah refusa poliment, se contentant de sa tasse de café. Il observa l'aisance d'Emily, la façon dont elle trouvait déjà sa place dans cette maison qui n'avait jamais été un vrai foyer, même pour lui. Dans l'après-midi, l'appel tant attendu et redouté arriva enfin. « Monsieur Hayes ?» La voix du médecin du laboratoire était formelle. « Nous avons les résultats préliminaires du test de paternité. » Noah sentit sa bouche s'assécher. « Oui, la probabilité de paternité est supérieure à 99,9%. Il n'y a aucun doute. La fillette est bien votre enfant biologique. » Le monde sembla se ralentir autour de Noah. Les mots résonnaient dans son esprit sans produire de sens complet. Sa fille biologique. 99,9% de certitude. Comment était-ce possible? Comment pouvait-il avoir une fille de 5 ans dont il ignorait jusqu'à l'existence de la mère? « Monsieur Hayes, vous êtes là. » La voix du médecin le ramena à la réalité. « Oui, merci pour votre réponse. Envoyez-moi le rapport complet par email. » Noah raccrocha et resta immobile durant plusieurs minutes, fixant le mur de son bureau sans vraiment le voir. Puis lentement, il se dirigea vers le salon où Emily regardait un dessin animé. Elle remarqua aussitôt sa présence, et quelque chose dans son regard dut révéler l'état de choc dans lequel il se trouvait. « Ils ont appelé, pas vrai ?» demanda-t-elle simplement. Noah acquiesça, toujours incapable de formuler une phrase cohérente. Emily sourit, sans triomphe, mais avec un soulagement évident. « Je le savais. Comment ?» La question s'échappa de Noah, presque comme un reproche. « Comment pouvais-tu être certaine, alors que moi-même j'ignorais tout? Comment puis-je avoir une fille sans me rappeler de sa mère ?» L'expression d'Emily changea, devenant étonnamment mature pour ses 5 ans. « Maman a dit que tu ne t'en souviendrais pas. Elle a dit que c'était compliqué. » « Compliqué ?» Noah faillit ricaner sans joie. « Avoir une fille et l'oublier, c'est plus que compliqué, Emily. C'est impossible. » Emily éteignit la télévision, toute son attention désormais braquée sur Noah. « Maman n'aime pas parler du passé, mais elle m'a montré des photos de toi. Elle m'a raconté des histoires. Elle a dit qu'un jour, peut-être tu te rappellerais, ou peut-être pas. » Noah s'approcha, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Quelles histoires? Qu'est-ce qu'elle a encore dit? Que vous vous êtes rencontrés quand elle travaillait dans un café près de ton travail. Que tu riais plus à l'époque. » Emily parlait comme si elle récitait un texte qu'elle connaissait par cœur, mais avec une émotion sincère. Elle a dit qu'il s'était passé quelque chose qui vous avait séparés, et qu'après ça, tu l'avais oublié. Mais quand elle a découvert qu'elle m'attendait, c'était trop tard pour te le dire. Noah tenta de fouiller sa mémoire. Un café, Claire travaillant comme serveuse. Rien de tout cela ne lui évoquait le moindre souvenir. Il s'interrompit, incapable d'expliquer l'inexplicable à une enfant. « Je ne m'en souviens vraiment pas, Emily. » La fillette le surprit en posant sa petite main sur la sienne. « Ce n'est pas grave. Maman a dit que ce n'était pas de ta faute. » Cette phrase le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru. « Pas de ta faute. » Qu'est-ce que Claire avait pu raconter? « Ça, Emily? Et pourquoi, après 5 ans, avait-elle envoyé la petite chez lui? » « Quand on retrouvera ta mère, j'aurai beaucoup de questions à lui poser, » dit Noah, plus pour lui-même que pour Emily. « Elle répondra, » affirma Emily avec cette confiance inébranlable qui le déconcertait tant. « Maman dit toujours que la vérité est importante, même quand ça fait mal. » Noah se leva, ressentant soudain le besoin d'espace pour digérer tout cela. En 3 jours, son existence réglée et prévisible avait basculé dans une énigme qu'il ne parvenait pas à résoudre. Et le plus troublant,
c'est que le test confirmait qu'Emily était bel et bien sa fille, ce qui impliquait qu'un chapitre entier de sa vie lui échappait. « Je peux t'appeler papa maintenant ?» La question d'Emily le prit au dépourvu. Noah la regarda, cet enfant si sûr d'elle, qui partageait ses gènes, ses yeux, et qui, d'une manière inexplicable, faisait partie de lui. « Doucement, » répondit-il, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. « On a encore beaucoup de choses à découvrir. » Mais la vérité révélée par le test ADN était inéluctable. D'un point de vue scientifique, biologique, Noah Hayes était bel et bien père. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est comment il avait pu le devenir, et pire, comment il avait pu l'oublier. Le résultat du test changea tout. En moins de 24 heures, Noah transforma sa quête de réponse en une opération de grande envergure. Le domaine Hayes, d'ordinaire si silencieux, grouillait à présent de gardes du corps, d'enquêteurs privés et d'avocats. « Je veux toutes les vidéos de surveillance du supermarché où Emily dit s'être perdue », annonça-t-il à Marcus Brent, le chef de la sécurité qu'il avait engagé il y a plusieurs années pour gérer les affaires délicates de la société. Et aussi celles des rues avoisinantes, des commerces alentours, tout. Marcus, un ancien militaire peu loquace, acquiesça. On l'a déjà demandé, on reconstitue ses déplacements sur les 48 heures avant sa disparition. De l'autre, côté de la table de réunion improvisée dans le bureau de Noah, Diane Wells feuilletait des documents. Le plus étrange, c'est que je n'ai pas trouvé beaucoup de traces de Claire Donovan, commenta-t-elle en fronçant les sourcils. Aucun compte bancaire significatif, très peu de contrats de location, toujours de courte durée. On dirait qu'elle cherchait à rester sous les radars. Noah ressentit un picotement désagréable dans la nuque. Se cacher de qui? Ou de quoi? Ajouta Marcus. Il y a des gens qui préfèrent vivre en marge pour diverses raisons. Dettes, problèmes avec la loi, ou... Il hésita. Ou, insista Noah. Ou par peur de quelqu'un. Le silence qui suivit était chargé de possibilités inquiétantes. Noah ne pouvait cesser de se demander si Claire se cachait vraiment de quelqu'un ou de quelque chose. Pourquoi avoir envoyé Emily chez lui? Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Sarah, la gouvernante, passa la tête dans l'embrasure. « Monsieur Hayes, Emily demande si elle peut déjeuner. Il est presque 2 heures de l'après-midi. » Noah consulta sa montre, surpris. Il avait complètement perdu la notion du temps. « Faites une pause, » dit-il à l'assemblée. « On reprend dans 1 heure. » En remontant vers la cuisine, Noah prit conscience de sa nouvelle réalité. Il ne pouvait plus se plonger dans le travail et les réunions sans tenir compte d'une autre. Personne. Une enfant de 5 ans qui dépendait de lui pour les besoins les plus élémentaires. Il trouva Emily assise sur un tabouret au comptoir de la cuisine, balançant ses petites jambes loin du sol, tandis que Sarah l'aidait à colorier un livre de dessin. « Regarde, j'ai fait un dinosaure vert !» s'exclama Emily en le voyant, brandissant fièrement son livre. « Très joli !» répondit Noah, presque étonné par la gentillesse dans sa propre voix. « Désolé pour le retard. » Emily haussa les épaules avant de se remettre à colorier. « Sarah m'a aidé à colorier. Elle ne dépasse pas. » La gouvernante esquissa un léger sourire en préparant des sandwichs. Noah remarqua à quel point Emily s'était déjà attachée à la gouvernante. En quelques jours à peine, la fillette commençait à s'enraciner dans cet endroit, tandis que Claire demeurait un mystère. « On peut manger dehors ?» demanda soudainement Emily, en pointant la fenêtre. « Il y a du soleil. » Noah hésita. D'ordinaire, il prenait son repas dans son bureau quand il y pensait. Le jardin n'était guère qu'un décor qu'il voyait à travers les vitres. « Pourquoi pas ?» répondit-il, surpris par lui-même. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis à une table dans la cour arrière, à l'ombre d'un vieux chêne. L'air était frais et pur après l'orage de la semaine précédente, comme si la nature aussi souhaitait un nouveau départ. Emily, assise sur 2 coussins pour atteindre la table, balançait ses jambes dans le vide en mangeant. « Emily !» commença Noah, tandis que la fillette grignotait son sandwich coupé en triangle, comme Sarah avait découvert qu'elle les préférait. « Tu peux m'en dire plus sur toi et ta maman? Sur l'endroit où vous habitiez ?» Emily mâchonna, laissant des miettes tout autour de son assiette. « On a habité plein de maisons, parfois des hôtels aussi. Vous déménagiez beaucoup ?» Noah s'efforçait de garder la question simple. Emily hocha énergiquement la tête. « Beaucoup. Maman dit qu'on est des exploratrices. Et tu sais pourquoi vous changiez tout le temps de lieu ?» La fillette haussa les épaules avec la simplicité de son âge. « Maman dit que c'est à cause du travail. Mais elle regarde toujours. Derrière elle quand on part.
comme si elle avait oublié quelque chose. Noah échangea un regard avec Marcus qui se tenait discrètement près de la porte du patio. Le garde du corps fit un léger signe de tête, indiquant qu'il mémorisait ces informations. « Quel est le travail de ta maman ?» continua Noah, gardant un ton calme. « Elle parle avec des gens sur l'ordinateur », répondit Émilie, croquant une grande bouchée dans son sandwich. « Parfois, elle dit des mots bizarres que je ne comprends pas. »« Peut-être d'autres langues ?» Émilie acquiesça, la bouche pleine. « Elle en parle plein. Parfois, elle m'apprend des mots magiques. »« Et tu vas à l'école ?» demanda Noah, curieux de savoir comment une enfant de 5 ans, toujours en mouvement, pouvait recevoir une éducation. « Pas encore. Maman m'apprend les lettres et les chiffres. » Émilie en semblait fière. « Je sais compter jusqu'à 100. Tu veux que je te montre ?»« Plus tard, peut-être. » Noah esquissa un petit sourire. « Ta mère a-t-elle déjà mentionné un endroit où elle irait si vous veniez à être séparés ?» Émilie secoua la tête, faisant virevolter ses cheveux. « Non. Elle a juste dit que je devais venir chez toi, que tu prendrais soin de moi. » « Et elle parlait souvent de moi ?»« Elle te racontait quoi ?»« Oui. » Émilie se redressa, les yeux brillants. Elle disait que tu buvais beaucoup de café, du café noir et amer. Burke. Elle fit une grimace qui, étonnamment, arracha un mince sourire à Noah. « Un double café noir sans sucre, » murmura-t-il. « C'est ça. » Émilie battit des mains, ravie qu'il le sache. « Comment tu as deviné ?» Noah se figea. Ce détail précis, sa préférence pour le café, provoqua une sensation étrange de déjà-vu. Il commandait toujours un double café noir sans sucre, une habitude vieille de plusieurs années. « C'est ce que je prends toujours, » répondit-il avec prudence. « Quoi d'autre elle disait sur moi? Que tu jouais de la musique. » Émilie leva les mains, mimant quelqu'un qui joue du piano. « Une belle musique, qui a un nom en rapport avec la lune. »« Clair de lune », murmura Noah, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse les retenir. « Oui. » Les yeux d'Émilie s'agrandirent. « Comment tu sais ?» Noah n'avait aucune réponse. Ce n'était pas un souvenir précis de Claire, mais plutôt le fait que c'était sa pièce préférée à interpréter il y a plusieurs années. Le nom Claire et Clair de lune, une simple coïncidence? Le reste du déjeuner se déroula avec Émilie, qui racontait d'autres bribes de sa vie avec sa mère, entrecoupées de questions sur les animaux du jardin et sur la présence ou non de jouets dans la maison. Une curiosité typique d'une enfant de 5 ans, passant d'un sujet à l'autre sans transition. Chaque nouveau détail ne faisait qu'épaissir le mystère, tout en provoquant un effet inattendu chez Noah. Le nom de Claire Donovan lui causait à présent une sensation presque physique. Pas un souvenir clair, mais une familiarité, inexplicable, comme un mot sur le bout de la langue qui refuse de se laisser prononcer. Après le déjeuner, Noah dut reprendre ses obligations professionnelles. Une visioconférence importante ne pouvait être reportée, même si sa vie personnelle était en plein chaos. « Émilie, je dois travailler pendant quelques heures », expliqua-t-il en choisissant ses mots pour être compris par une fillette de 5 ans. « Pourquoi ?» demanda-t-elle aussitôt, avec la franchise directe de son âge. « Parce que c'est mon travail. J'ai une réunion très importante. » Émilie fronça les sourcils, manifestement insatisfaite par cette réponse. « Mais je voulais te montrer mes autres dessins. » Noah se retrouva en terrain inconnu, dans son univers. Le travail passait toujours en premier. Il n'était pas habitué à ce qu'on remette en cause ses priorités, surtout par quelqu'un qui n'atteignait même pas sa taille. « Que dirais-tu qu'on regarde tes dessins après le dîner ?» proposa-t-il, surpris par sa propre souplesse. Émilie réfléchit une seconde. « On peut manger des pâtes ?»« Des pâtes, oui, avec de la sauce tomate. C'est mon plat préféré. »« Bien sûr, » céda Noah, encore une fois surpris par lui-même. « Des pâtes à la sauce tomate. » L'après-midi s'écoula lentement entre réunions et emails. Entre deux tâches, Noah prenait des nouvelles de Marcus pour vérifier s'il y avait des avancées concernant Claire. Les heures passaient sans résultat significatif. On a retrouvé des images d'elle sur les caméras du supermarché, informa Marcus en fin de journée. Elle est entrée avec Émilie à 15h47 ce jour-là. À 16h22, on la voit visiblement agitée, cherchant quelqu'un, vraisemblablement Émilie qui n'apparaît plus à ses côtés. « Et ensuite ?» demanda Noah, tendu. Elle sort du supermarché, apparemment pour chercher sa fille à l'extérieur. Puis, Marcus hésita. Quoi? Elle voit quelque chose hors champ. Son expression change du tout au tout, de la peur pure. Puis elle se met à courir dans la direction opposée.
Noah sentit un frisson. Elle a vu quelqu'un? On dirait, bien, on essaye d'obtenir d'autres caméras pour identifier ce qu'elle a aperçu ou qui. Leur discussion fut interrompue par un appel téléphonique. C'était Diane. « Il faut que vous voyiez ça », dit-elle sans introduction. Quelques minutes plus tard, elle entrait dans le bureau de Noah avec une liasse de documents. « J'ai enfin trouvé quelque chose de concret sur Claire Donovan, ou plutôt sur Claire Dawson, Bradford, Taylor, Reynolds et une demi-douzaine d'autres noms qu'elle a utilisés ces 6 dernières années. » Diane étala les documents sur la table. Copies de cartes d'identité, permis de conduire, toutes avec la même photo de femme, mais différents noms. Elle change d'identité à peu près tous les 8 ou 10 mois. Nous avons réussi à retracer certains de ces changements. Noah examina les photos, tentant de reconnaître quelque chose dans ce visage. Claire était jolie d'une beauté discrète, cheveux châtains, traits délicats, regard intelligent. Mais malgré ses efforts, il ne parvenait pas à associer ce visage à un souvenir précis. « Pourquoi ferait-elle ça ?» murmura-t-il. « C'est toute la question, » répondit Diane. « Les gens qui vivent ainsi fuient souvent quelque chose de sérieux, des dettes colossales, des procédures criminelles ou quelqu'un de dangereux, » compléta Noah. « Exactement. Et voici le plus étrange. Avant de mener cette vie de cavale et d'identités multiples, Claire Donovan, son vrai nom, d'après nos vérifications, était maîtresse de conférences, en linguistique à l'université. Elle a publié des articles, elle avait une carrière prometteuse. Puis, du jour au lendemain, il y a 6 ans, elle a quitté le milieu universitaire sans laisser de traces. 6 ans, répéta Noah. Émilie, à 5 ans. Un silence pesant tomba alors que chacun assimilait l'implication temporelle. Quoi qu'il se soit passé pour pousser Claire à disparaître, cela s'était produit peu avant la conception d'Émilie. Noah sentit un début de migraine. Il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin d'air. « Continuez à chercher », ordonna-t-il. « Je veux tout savoir sur Claire Donovan, et surtout ce qui s'est passé il y a 6 ans. » En quittant son bureau, Noah se retrouva aéré dans les couloirs du domaine sans but précis. Ses pas le menèrent jusqu'à l'ancienne salle de musique, une pièce qu'il visitait rarement ces dernières années. Le piano à queue noire trônait là, recouvert d'une fine pellicule de poussière. Sur un coup de tête, Noah retira la housse et s'assit sur le tabouret. Ses mains restèrent un instant au-dessus des touches, hésitantes. Il était si absorbé qu'il ne remarqua pas la présence d'Émilie dans l'encadrement de la porte avant qu'elle ne prenne la parole. « Il est géant, ce piano !» Noah faillit se lever, gêné d'avoir été surpris dans ce moment de vulnérabilité. Mais quelque chose le retint. « Oui, c'est un piano à queue », expliqua-t-il. Émilie entra, les yeux écarquillés d'admiration. Elle paraissait minuscule, à côté de l'instrument imposant. « Tu vas jouer ?» demanda-t-elle, s'approchant avec prudence comme si le piano était un animal sauvage pouvant s'effaroucher. « Je ne sais pas, ça fait longtemps. »« Maman disait que tu jouais une belle musique !» poursuivit Émilie en passant timidement un doigt sur les touches, produisant une courte série de notes aléatoires. « Tu joues ?» Encore cette impression. Claire savait tant de choses sur lui qu'elle n'aurait pas dû savoir, à moins qu'ils aient vraiment partagé un passé. « Tu veux que j'essaie ?» Noah s'étonna de sa propre proposition. Émilie acquiesça, avec enthousiasme, presque en sautillant. Noah l'aida à s'asseoir à côté de lui sur le tabouret où elle dépassait à peine du clavier. Noah joua les premières notes de Clair de Lune avec hésitation. Ses doigts étaient rouillés, peu habitués, mais peu à peu la mémoire musculaire refit surface. Les notes s'écoulèrent, d'abord vacillantes, puis plus sûres. Émilie restait fascinée, la bouche légèrement ouverte. « Waouh, on dirait une musique de fée !» Noah poursuivit, laissant la musique l'envahir. À chaque note, il sentait quelque chose s'agiter en lui. Pas exactement un souvenir, mais une émotion ancienne, enfouie, cherchant à refaire surface. Lorsqu'il acheva, le silence qui suivit semblait presque sacré. « Encore ?» demanda Émilie en tapant des mains. Noah sourit légèrement. « Peut-être plus tard, pour l'instant, et si on passait aux pâtes que j'ai promises ?»« À la sauce tomate », rappela Émilie, en glissant du tabouret avec l'aide de Noah. « Et avec du fromage. Dessus !» Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Noah ne dîna pas seul dans son bureau. Il s'assit dans la cuisine avec Émilie, qui avait insisté pour aider Sarah à préparer le repas, ce qui consistait principalement à se tenir sur un petit escabeau pour remuer la sauce,
sous surveillance. La fillette bavardait sans s'arrêter, parlant d'un ami imaginaire appelé Monsieur Bouton et demandant toutes les 2 minutes si les pâtes étaient prêtes. C'était une scène on ne peut plus ordinaire, le genre de moment qui n'aurait jamais existé dans sa vie bien ordonnée et solitaire. Et à sa grande surprise, Noah ne se sentait pas aussi mal à l'aise qu'il l'aurait cru. Pendant le dîner, Émilie devint soudain sérieuse. C'était la première fois que Noah la voyait sans cette énergie débordante. « Tu vas retrouver maman, n'est-ce pas ?» La question était chargée à la fois d'espoir et de peur. Noah se rendit compte qu'en dépit de son adaptation apparente, Émilie n'en restait pas moins une enfant de 5 ans, effrayée, séparée de sa seule constante. « Je ferai tout mon possible », répondit-il, sincère. « Je te le promets. » Émilie l'observa un moment, avec une intensité surprenante chez une si jeune fille. Puis, contre toute attente, elle tendit son petit doigt. « Promesse de petit doigt ?» demanda-t-elle très sérieuse. Noah hésita avant de tendre le sien pour l'entrelacer avec celui de la fillette. « Promesse de petit doigt. » Émilie sembla satisfaite, retournant à son assiette de pâtes avec un intérêt renouvelé. Plus tard, après avoir couché Émilie, un rituel comprenant 3 histoires, la vérification sous le lit, dans l'armoire et derrière les rideaux, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de monstre, l'installation d'une veilleuse et la promesse de laisser la porte légèrement entr'ouverte. Noah rejoignit son bureau. Les dossiers sur Claire Donovan, ou quel que soit son vrai nom, étaient toujours éparpillés sur son bureau. Des photos, des documents, des bribes d'une vie qui, d'une manière ou d'une autre, était intimement liée à la sienne. Noah prit une des photos et étudia le visage de la femme. Claire. Le nom résonnait dans son esprit, provoquant cette même sensation étrange, une familiarité sans souvenir précis, comme un rêve qui s'évapore au réveil. « Où es-tu » murmura-t-il à la photo. « Et qu'est-ce qui s'est passé entre nous ?» Le domaine était silencieux autour de lui. Quelque part à l'étage, sa fille, il avait encore du mal à y penser ainsi, dormait paisiblement, serrant contre elle un ours en peluche que Sarah avait retrouvé au fond d'un placard. Et quelque part dehors, une femme qui connaissait ses secrets, ses goûts et sa musique restait introuvable. Noah reposa la photo sur la table et se laissa aller, contre le dossier de son fauteuil. Demain, il poursuivrait ses recherches. Demain, peut-être, il serait un peu plus près de comprendre comment il avait perdu non seulement une femme, mais aussi 5 années de la vie de sa propre fille, et peut-être une partie de lui-même. 2 semaines passèrent depuis l'arrivée d'Émilie, et l'absence de Claire commençait à peser sur le domaine Hayes. Les recherches se poursuivaient sans résultat concret. Noah avait renforcé l'équipe d'enquêteurs et offert une récompense substantielle pour toute information, mais Claire Donovan semblait s'être volatilisée. Émilie, elle, s'adaptait étonnamment bien à sa nouvelle routine. Noah avait engagé une préceptrice pour veiller à son éducation, car la fillette avait toujours été habituée à recevoir un enseignement à domicile. Peu à peu, une nouvelle forme de normalité s'installait. Mais les questions sans réponse hantaient toujours Noah. Si Claire avait envoyé Émilie vers lui, pourquoi n'apparaissait-elle pas? Et surtout, comment pouvait-il être le père d'une fillette de 5 ans sans se rappeler de la mère? Assis dans son bureau, Noah fixait l'écran de son ordinateur sur lequel il venait d'ouvrir un dossier qu'il évitait depuis des jours. Diane avait réussi à obtenir l'accès à ses propres dossiers médicaux, chose à laquelle il ne s'était jamais vraiment intéressé. « Monsieur Hayes ?» Noah leva les yeux. Sarah était à la porte, hésitante. « Émilie est déjà endormie », informa la gouvernante. « Elle a demandé à avoir des crêpes pour le petit déjeuner demain. » Noah hocha la tête. « Merci, Sarah. Vous pouvez aller vous reposer. » Une fois de nouveau seul, il prit une profonde inspiration et se replongea dans le dossier à l'écran. Le rapport médical datait de 6 ans auparavant. Il parcourut rapidement les pages jusqu'à tomber sur le diagnostic principal. Traumatisme crânien sévère à la suite d'un accident de voiture. L'accident. Noah s'en souvenait vaguement. Il avait perdu le contrôle de son véhicule une nuit pluvieuse et heurté un arbre. Il se rappelait avoir été hospitalisé quelques semaines, mais il avait toujours considéré cet événement comme un simple contretemps dans sa vie occupée. Un épisode surmonté sans trop de séquelles. Il continua sa lecture, chaque paragraphe révélant des détails qui n'apparaissaient pas dans ses souvenirs. Le patient présente une amnésie rétrograde partielle, affectant principalement les souvenirs des 14 mois précédant l'accident.
Les fonctions cognitives sont préservées dans les autres domaines. Noah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une amnésie? Personne ne lui en avait jamais parlé. Ou alors, on lui en avait parlé et il avait oublié. Son regard se posa sur la date de l'accident. Il fit rapidement le calcul et réalisa que cela correspondait à environ 6 mois avant la probable conception d'Émilie. Les 14 mois de souvenirs perdus pouvaient très bien englober toute sa relation avec Claire. Ses doigts tremblants cliquèrent pour faire défiler le document, cherchant plus d'informations. Le patient est sorti de l'hôpital après 3 semaines, avec une recommandation de suivi neuropsychologique pour traiter l'amnésie. Le pronostic de récupération des souvenirs reste incertain. Un autre passage attira son attention. Pendant l'hospitalisation, le patient a reçu la visite quotidienne de sa famille. Aucune autre visite n'a été autorisée, à la demande expresse de la famille Hayes. Noah ferma les yeux, essayant de digérer ce qu'il venait de découvrir. Non seulement il avait eu un accident effaçant plus d'1 an de sa mémoire, mais sa famille avait apparemment contrôlé qui pouvait ou non le voir pendant sa convalescence. Claire avait peut-être essayé de le voir. Avait-elle été refoulée par sa famille? Il se rendit compte qu'il retenait son souffle et l'expira lentement. Il avait besoin d'explications. Il prit son téléphone et appela Diane, même s'il était tard. « Car il faut que tu retrouves mon neurologue de l'époque », dit-il dès qu'elle décrocha. « Le docteur Morales. Je veux un rendez-vous au plus vite. » 2 nuits plus tard, Noah se réveilla en sursaut. Encore un rêve. Le 3e depuis qu'il avait découvert son amnésie. Toujours la même scène. Lui allongé dans un lit d'hôpital, incapable de bouger, tandis qu'une silhouette féminine lui tenait la main. Il sentait la chaleur de ses doigts entrelacés, entendait des sanglots étouffés, mais lorsqu'il essayait de distinguer le visage, celui-ci restait flou comme vu à travers une vitre embuée. Il se leva, sachant qu'il ne se rendormirait pas. Le réveil indiquait 3h17 du matin. Il enfila un peignoir et descendit à la cuisine pour un verre d'eau. En passant dans le couloir, il remarqua une faible lueur sous la porte de la chambre d'Émilie. Il s'approcha prudemment et ouvrit la porte tout doucement. La fillette était assise sur son lit, serrant contre elle son ours en peluche, la lumière de la lampe de chevet allumée. Ses yeux étaient rougis de larmes. « Émilie ?» Noah entra dans la chambre. « Qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai fait un cauchemar, » répondit-elle, la voix tremblante. « Maman m'appelait, mais je ne pouvais pas la trouver. » Noah s'assit au bord du lit, mal à l'aise. Il ne savait toujours pas comment réconforter un enfant. « Ce n'était qu'un rêve, » dit-il, s'efforçant d'être rassurant. « Tout va bien maintenant. » Émilie acquiesça mais resta blottie contre son ours. « Quand est-ce qu'on va retrouver maman ?» La question, si directe et chargée d'attente, toucha Noah en plein cœur. Que pouvait-il répondre? Malgré tous ses moyens, il n'avait aucune trace de Claire, et il commençait à craindre le pire. « On fait tout notre possible, » répondit-il, évitant de promettre l'impossible. Émilie le scruta de ses grands yeux, comme si elle voyait au-delà des mots. Maman dit toujours que quand on a peur, il faut être plus courageux que la peur. Noah eut un léger sourire. Elle a l'air très sage, ta maman. Ça oui, s'exclama Émilie un peu rassurée. Et très forte aussi. Une fois, notre voiture est tombée en panne sur la route, et c'est elle qui l'a réparée toute seule. Elle a réparé une voiture? S'étonna Noah. Oui, elle a ouvert la partie devant et elle a bricolé plein de trucs. Ça a pris du temps, mais après, ça a marché. Émilie en avait l'air fière. Maman sait faire plein de choses. Noah garda le silence, assimilant cette nouvelle information. Chaque détail qu'Émilie livrait sur Claire peignait un portrait plus précis de cette femme mystérieuse qui était sortie de sa vie sans laisser la moindre trace dans sa mémoire. « Tu veux que je reste jusqu'à ce que tu te rendormes ?» proposa-t-il. Émilie acquiesça et se cala contre les oreillers. Noah resta assis à côté d'elle, gauche et incertain mais présent. En quelques minutes, la respiration de la petite devint profonde et régulière. Même après l'avoir vue s'endormir, Noah demeura là un moment, la regardant. Comment avait-il pu rater les 5 premières années de la vie de sa fille? Comment avait-il pu oublier complètement la mère? Et si ses souvenirs ne revenaient jamais? S'il ne se rappelait jamais de Claire? Le matin suivant, Noah se retrouva dans une salle d'attente discrète, dans un centre médical du centre-ville. Il avait obtenu un rendez-vous avec son ancien neurologue, le docteur Morales, un homme d'âge mûr à l'allure académique. « Monsieur Hayes », le médecin le salua en l'invitant à entrer dans son cabinet. « J'avoue avoir été surpris par votre appel. Cela fait 6 ans que nous ne nous sommes pas vus.
Noah s'assit sur la chaise indiquée. « Docteur, j'ai découvert récemment que j'avais une fille de 5 ans. » Le docteur Morales haussa un sourcil sans perdre son professionnalisme. « Je vois. Est cela un lien avec votre accident ?»« Apparemment, oui. La mère de cet enfant, Claire Donovan, je ne me souviens pas d'elle. Pas du tout. Mais tout indique que nous avons eu une relation durant la période que j'ai perdue à cause de l'amnésie. » Le médecin acquiesça en consultant un dossier posé sur son bureau. « Votre amnésie rétrograde affectait environ 14 mois avant l'accident. Il est tout à fait possible que vous ayez vécu une relation importante pendant ce laps de temps. Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» Noah ne put retenir la frustration dans sa voix. « Pourquoi je n'ai pas été informé que j'avais perdu plus d'1 an de souvenirs ?» Le docteur Morales réajusta ses lunettes, choisissant soigneusement ces mots. « Monsieur Hayes, j'en ai informé votre famille. C'est votre père qui a décidé de la manière d'aborder la situation. Il estimait que trop de stress compromettrait votre rétablissement. »« Mon père, » répéta Noah avec amertume. Bien sûr, Gerald Hayes, patriarche autoritaire, n'avait jamais approuvé aucune de ces relations. « Vous m'avez rendu visite quelques fois après votre sortie, » poursuivit le médecin. « Mais après quelques séances, vous avez décidé d'arrêter le suivi. Vous disiez aller bien, vouloir aller de l'avant. » Noah fronça les sourcils. « Il n'en avait aucun souvenir. C'est courant dans les cas d'amnésie, » expliqua le docteur Morales. « Certains patients préfèrent ne pas explorer les souvenirs perdus, surtout s'ils peuvent reprendre le cours de leur vie sans trop de répercussions. Vous aviez votre entreprise, votre rythme. Et maintenant, j'ai une fille, » compléta Noah, « et je ne me souviens pas de la mère. » Le médecin acquiesça. « Quelque chose a changé récemment? Avez-vous des flashs, des rêves récurrents ?» Noah hésita. « Oui, je rêve que je suis à l'hôpital et qu'une femme me tient la main. Je ne vois pas son visage. »« C'est un bon signe, » assura le docteur Morales. « Cela signifie que les souvenirs sont toujours là, simplement inaccessibles. Nous pouvons essayer des approches thérapeutiques pour vous aider à les récupérer. Du genre, thérapie cognitivo-comportementale, hypnose clinique, technique de visualisation. » Le médecin fit une pause. « Mais je dois vous prévenir, la récupération de souvenirs traumatiques ou chargés d'émotions peut être un processus difficile. Cela en vaut la peine, » décida Noah. Il devait savoir la vérité pour Emily et pour lui. Au cours des 2 semaines qui suivirent, Noah partagea son temps entre la gestion de son entreprise, Emily et des séances de thérapie. 3 fois par semaine, il retrouvait la Dreleanne Chen, une neuropsychologue spécialisée dans la récupération de la mémoire recommandée par le docteur Morales. Les séances étaient intenses et souvent frustrantes. Exercices de visualisation, techniques de relaxation profonde, voire hypnose clinique, tout était tenté pour accéder à ces 14 mois perdus. Le cerveau se protège lui-même, expliquait la Chen lors d'une séance particulièrement difficile. Lorsque vous subissez un choc, comme votre accident, il peut bloquer les souvenirs précédents pour se défendre. Mais 6 ans sont écoulés, rétorqua Noah. Le temps n'est pas toujours un facteur déterminant. Sans stimulation adéquate, certains souvenirs peuvent rester enfouis indéfiniment. Lors d'une de ces séances, la Chen demanda à Noah d'apporter de la musique qu'il écoutait à l'époque de l'accident. Il choisit Debussy, incluant Clair de Lune, la pièce qu'il associait inexplicablement à Claire. Allongé sur un divan confortable dans le calme du cabinet, Noah ferma les yeux tandis que les notes délicates emplissaient la pièce. La Chen le guida dans un exercice de relaxation, lui demandant d'imaginer un couloir avec plusieurs portes. Derrière chaque porte, il peut y avoir un souvenir, expliqua-t-elle doucement. Contentez-vous de les observer sans forcer. Noah visualisa le couloir, se sentant profondément détendu. Les portes apparurent dans son esprit, toutes fermées. Il avança mentalement jusqu'à ce que l'une d'elles attire son attention. Elle était d'un bleu clair avec une petite fissure au milieu. Il s'approcha. En touchant la poignée, la musique en fond sembla s'intensifier. Il tourna la poignée et la porte s'ouvrit. Un café. L'odeur des grains fraîchement moulus. Il était assis à une table près de la fenêtre, travaillant sur son ordinateur portable. Une voix féminine demandant s'il voulait plus de café. Il leva les yeux et vit l'image disparue avant qu'il ne distingue le visage. Noah ouvrit les yeux, frustré. « J'étais dans un café », relata-t-il à la Chen. « Quelqu'un me proposait un café, mais je n'ai pas pu voir qui c'était. »« C'est un progrès », l'encouragea la thérapeute.
Les images viendront avec plus de netteté au fil des séances. Ne forcez pas. Cette nuit-là, le rêve revint, plus vif que jamais. Noah à l'hôpital, la femme lui tenant la main. Cette fois, il entendit des bribes de mots. « S'il vous plaît, laissez-moi le voir. Je l'aime. Il doit savoir. » Puis, une voix masculine, familière, autoritaire. « Mon fils doit se rétablir sans distraction. Je vous demande de ne plus revenir. » Noah se réveilla en sursaut, la tête douloureuse. La voix masculine était sans équivoque, son père. Gerald Hayes ordonnant à quelqu'un de partir. Claire, son cœur battait à tout rompre tandis qu'il essayait de retenir les fragments avant qu'ils ne s'évanouissent. Il se leva, encore étourdi, et regarda par la fenêtre. Dehors, la nuit était claire, constellée d'étoiles, la même vue qu'il y a 6 ans, mais tout était désormais différent. Un cri aigu le tira de ses pensées. « Maman !» Noah traversa le couloir jusqu'à la chambre d'Emily. Il la trouva assise dans son lit, des larmes coulant sur ses joues, encore prisonnière de son cauchemar. « Emily !» appela-t-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. « C'est moi, tu es en sécurité. » La fillette le regarda clignant des yeux, encore confuse avant de le reconnaître. Puis, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras, en sanglotant. « J'ai rêvé que maman avait peur, » expliqua-t-elle en pleurant. Elle courait en criant mon nom, mais je n'arrivais pas à la rejoindre. Noah la serra contre lui maladroitement. « Ce n'était qu'un rêve, » murmura-t-il, tout en craignant que la réalité soit tout aussi inquiétante si Claire fuyait effectivement quelqu'un. « Je veux maman, » sanglota Emily, la voix étouffée contre l'épaule de Noah. « Je sais, » répondit-il, ressentant une impuissance écrasante. Que pouvait-il dire? Comment consoler une enfant dont la détresse reflétait sa propre incapacité à retrouver ses souvenirs et à résoudre ce mystère? « Je la retrouverai, » promit-il, sachant qu'il s'agissait d'une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. « On la retrouvera ensemble. » Mais tandis qu'il berçait Emily pour la rendormir, Noah sentit le poids de son incompétence. Il ne savait pas comment être père. Il ne savait pas comment rassurer une enfant effrayée. Il n'avait aucun souvenir. Pour l'orienter, aucune expérience sur laquelle s'appuyer. Il ne disposait que de fragments, des pièces éparses d'un puzzle dont l'image finale lui échappait. Une femme en pleurs dans un hôpital, son père renvoyant quelqu'un, un test ADN confirmant que cette petite était sa fille, des rapports médicaux détaillant 14 mois perdus de sa vie. Quelque part, dans ce vide mémoriel, se trouvait Claire Donovan, la femme qui connaissait la musique qu'il jouait, la femme qui avait élevé seule leur fille durant 5 ans, la femme qui, pour une raison inconnue, avait dû envoyer Emily vers lui maintenant. Assis sur le lit d'Emily, regardant son visage endormi si semblable au sien, Noah se fit une promesse silencieuse. Il retrouverait Claire, il récupérerait ses souvenirs, il découvrirait la vérité, quelle qu'en soit la douleur. Parce que, pour la première fois depuis qu'il était adulte, quelque chose comptait plus que le travail, la réussite ou les attentes de la famille Hayes. Cette petite fille, endormie en serrant son ours en peluche, les joues encore humides de larmes, elle méritait des réponses, et si cela impliquait d'affronter le vide de sa propre mémoire, alors il le ferait. Noah se réveilla au son de rire provenant du rez-de-chaussée. Pendant un instant, il se sentit désorienté. Le domaine Hayes n'était pas habitué à de tels éclats, surtout de bon matin. Puis il se souvint Emily. Au cours des 3 dernières semaines, sa routine avait changé plus que pendant la dernière décennie. Il se levait plus tôt, prenait le petit déjeuner dans la cuisine au lieu de son bureau et connaissait désormais les noms de tous les personnages du dessin animé préféré de sa fille. Sa fille. Cela lui paraissait encore étrange, mais chaque jour rendait cette réalité moins déroutante. Il s'habilla rapidement et descendit. Dans la cuisine, il trouva Emily, assise sur le comptoir, aidant Sarah à préparer ce qui semblait être de la pâte à crêpes. La fillette avait de la farine sur le nez et riait en mélangeant la pâte. « Papa !» s'écria-t-elle en le voyant, sans lâcher sa cuillère. « On fait des crêpes avec un visage. » Noah remarqua qu'elle avait commencé à l'appeler papa depuis quelques jours, tout naturellement, sans qu'il le lui ait demandé. La première fois, cela l'avait pris de court, lui nouant la gorge d'émotion. « Bonjour !» répondit-il en se servant un café. « Un visage ? Oui, Sarah dit qu'on peut faire les yeux avec des myrtilles et la bouche avec une banane, expliqua Emily ravie, comme dans le livre qu'on a lu hier. Le livre en question faisait partie de la collection grandissante qui occupait désormais
une étagère entière dans son bureau. L'histoire du soir était devenue un rituel incontournable avant le coucher. « Monsieur Hayes, » dit Sarah en mettant la première crêpe dans la poêle. « Monsieur Brent a appelé. Il sera là dans 1 heure pour la réunion. » Noah acquiesça. Marcus supervisait toujours la recherche de Claire, désormais avec une équipe renforcée d'enquêteurs et de détectives privés. Ils avaient une réunion prévue pour faire le point. « Émilie, ça te dérange de jouer avec Madame Patel ce matin ?» demanda-t-il, faisant référence à la préceptrice qu'il avait engagée. « J'ai une réunion importante. »« Au sujet de maman ?» demanda-t-elle directement, ses grands yeux braqués sur lui. Noah hésita juste un instant. Il avait décidé de ne pas lui mentir, pas complètement. « Oui, au sujet de ta mère. » Émilie acquiesça subitement sérieuse. « Je vais faire un dessin pour elle pendant que vous parlez. Pour quand on la retrouvera. » L'optimisme indéfectible de la petite le laissait parfois sans voix. Après près d'1 mois de recherches intensives, il commençait à craindre le pire, mais Émilie restait persuadée qu'il retrouverait Claire. « C'est une excellente idée, » répondit-il, avant de s'installer pour partager le petit déjeuner avec sa fille. 1 heure plus tard, Noah se trouvait dans son bureau avec Marcus Brent et 2 détectives privés recrutés pour l'affaire. Diane Wells était également présente, prenant des notes. « Nous avons retracé les déplacements de Claire Donovan ces 18 derniers mois, » commença Marcus, en étalant photos et documents sur la table. « Nous avons identifié au moins 6 identités différentes pendant cette période. »« Pourquoi ? Tant de changements ?» demanda Noah, étudiant les clichés de Claire dans différentes villes. « C'est là que ça devient intéressant, » répondit Jeff Lowery, un ancien policier travaillant désormais comme détective privé. « Nous avons parlé à des voisins, des employeurs temporaires, des propriétaires de logements qu'elle a loués. Tous disent la même chose. Elle avait l'air de toujours regarder derrière elle. Comme si elle fuyait quelqu'un, ajouta la 2e détective, Anna Ramirez. Une voisine à Lille, où Claire a vécu 4 mois sous le nom de Claire. Taylor raconte qu'elle vérifiait 2 fois les verrous et refusait toutes les livraisons sans vérifier par le Judas, poursuivit Jeff. À Bordeaux, un voisin dit qu'elle a quitté son appartement en pleine nuit après avoir remarqué une voiture inconnue, garée dans la rue 2 jours de suite. Noah ressentit un pincement au cœur. L'image de Claire, vivant dans la crainte permanente sur le qui-vive, toujours prête à fuir, et Émilie là-dedans, murmura-t-il. « Oui, et c'est remarquable, » dit Anna. Malgré tous ces changements, d'après nos informations, Claire n'a jamais négligé sa fille. Professeur particulier, bibliothèque, musée. Elle veillait à ce qu'Émilie reçoive une éducation correcte. Marcus reprit la parole. La première question est, de qui ou de quoi se cachait-elle? La deuxième, pourquoi a-t-elle décidé d'envoyer Émilie chez vous maintenant? Noah n'avait pas de réponse. Ses séances de thérapie n'avaient jusque-là produit que des fragments de souvenirs. Un café, un éclat de rire, le contact d'une main. Rien de suffisant pour percer le mystère de Claire Donovan. « Il y a encore autre chose, » annonça Jeff hésitant. « Nous avons trouvé quelqu'un qui avait un contact régulier avec Claire, une femme nommée Teresa Vega, à Nice. Elle a été sa voisine pendant environ 3 mois, il y a 1 an. Et, encoura Noah, Teresa dit que Claire lui a confié être poursuivie par quelqu'un de puissant, quelqu'un qui pouvait acheter n'importe qui. » Jeff marqua une pause. « Elle a aussi dit que Claire craignait que ces gens-là s'en prennent à sa fille. » Noah sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Ça expliquerait pourquoi elle a envoyé Émilie chez moi, si elle pensait que je pourrais la protéger, mais ça n'explique pas pourquoi elle n'est pas venue elle-même, fit remarquer Diane, ni pourquoi elle a attendu 5 ans pour le faire. Un silence pesant tomba sur la pièce. L'idée que Claire courait un réel danger devenait de plus en plus plausible. Nous devons intensifier nos recherches, décida Noah, se levant. Doubler l'équipe, augmenter la récompense. Je veux aussi un renforcement de la sécurité ici pour Émilie. Marcus hocha la tête. J'ai déjà enclenché les protocoles de sécurité avancés. Personne ne rentre ni ne sort sans vérification. Il y a une dernière chose, ajouta Anna, sortant une enveloppe de son dossier. Nous avons trouvé ceci à Lyon. Claire a travaillé dans une librairie pendant quelques semaines, il y a environ 2 mois, sous le nom de Claire Reynolds. La propriétaire a conservé ça quand Claire est partie précipitamment. Anna fit glisser une photo sur la table. Noah la prit et sentit son cœur s'emballer. La photo montrait une femme jeune, Claire, assise sur un banc dans un parc. À ses côtés,
une fillette qui était sans aucun doute Émilie, âgée d'environ 3 ans. Toutes deux souriaient à l'objectif. Au verso, une date d'il y a 2 ans et un mot écrit à la main. « Souviens-toi, souviens-toi », répéta Noah, envahi par un profond sentiment de déjà-vu. La photo semblait vouloir lui dire quelque chose, réveiller un souvenir enfoui. Il y a plus, poursuivit Anna. La propriétaire de la librairie a mentionné que Claire fréquentait régulièrement un café précis, le Blue Note, presque tous les jours. Un café? Noah fronça les sourcils, la mention réveillant un écho dans son esprit. Oui, et voici la partie intéressante. Le Blue Note se trouvait à moins d'1 kilomètre d'ici. Il a fermé il y a 2 ans, mais à l'époque, j'y allais presque chaque matin, compléta Noah, submergé par une prise de conscience soudaine. Un double café noir sans sucre. Tous dans la salle le regardèrent, surpris. « Monsieur Hayes ?» s'étonna Marcus. Émilie m'a dit que sa mère lui avait raconté qu'on s'était rencontrés dans un café où elle travaillait, que je commandais toujours la même chose. Noah contempla la photo dans ses mains, essayant de se rappeler. Le Blue Note était sur mon chemin entre mon ancien appartement et le bureau. J'y passais tous les matins. Nous avons donc une connexion concrète, conclut Diane. Vous et Claire, vous êtes vraiment connus. Ce n'est pas une histoire inventée. Noah acquiesça lentement, le regard toujours rivé sur la photographie. Quelque chose dans le sourire de Claire, la façon dont elle inclinait légèrement la tête, éveillait une sensation de familiarité. Mais la mémoire complète lui échappait. Encore et comme un rêve au réveil. Je crois qu'on sait dans quelle direction chercher désormais, dit Jeff. Que nous allons retracer tous les mouvements de Claire à Lyon ces dernières semaines. Si elle retournait au Blue Note, il doit bien y avoir d'autres pistes. La réunion se poursuivit encore 1 heure, fixant de nouveaux objectifs de recherche. Quand tout le monde quitta le bureau, Noah resta seul, tenant toujours la photo. Souviens-toi, que voulait Claire qu'il se remémore? On frappa doucement à la porte. Émilie entra tenant un dessin coloré. « J'ai fini », annonça-t-elle fièrement, tendant la feuille. Noah la prit. On y voyait 3 personnages en bâton. Un petit avec des cheveux châtains, un plus grand, avec ce qui ressemblait à un costume, et un troisième avec de longs cheveux bruns. Au-dessus d'eux, un grand soleil jaune et autour, un grand cœur rouge. « C'est notre famille », expliqua Émilie. « Toi, moi et maman. Quand on sera tous ensemble de nouveau. » Noah ressentit une émotion inattendue lui nouer la poitrine. « C'est très joli », parvint-il à dire. « Je peux le mettre sur le frigo ?» demanda Émilie en reprenant le dessin. Sarah dit que c'est là que les familles mettent les dessins importants. « Bien sûr », répondit Noah, la regardant s'éloigner de la pièce avec entrain. Une famille. Ce mot n'avait jamais signifié grand-chose. Pour Noah. Dans son enfance, ma famille rimait avec attentes écrasantes et approbation conditionnelle. Son père, Gerald Hayes, avait bâti un empire et comptait sur Noah pour en assurer la relève exactement comme prévu. Sa mère, toujours dans l'ombre du patriarche, n'intervenait presque jamais. Chez les Hayes, la famille signifiait réussite, pas affection. Mais aujourd'hui, une fillette de 5 ans réécrivait pour lui la définition du mot. Le reste de la journée se déroula entre obligations professionnelles et nouveaux rituels instaurés avec Émilie. Déjeuner ensemble, petite promenade dans le jardin en milieu d'après-midi, l'aider à faire les exercices éducatifs laissés par la préceptrice. Le soir venu, après le dîner, ce fut l'heure de l'histoire, le moment préféré d'Émilie. Noah s'installa dans un fauteuil près de son lit avec un livre pour enfants. Celui-ci parle d'un ours qui perd sa famille et qui la retrouve à la fin, expliqua Émilie en se levant contre les oreillers avec son ours en peluche. Noah commença à lire, observant. Les yeux d'Émilie brillaient à chaque rebondissement de l'histoire. Quand il termina, elle le surprit avec une remarque. « Tu es différent, tu sais. » Noah cligna des yeux, perplexe. « Comment ça? Quand je suis arrivé, tu ne souriais pas beaucoup. Maintenant, tu souris davantage. » Émilie dit cela avec la franchise, directe des enfants. Sarah et Diane l'ont remarqué aussi. Je les ai entendus en parler. Noah ne sut quoi répondre. Était-ce vrai? Changeait-il? Et tu t'es fâché contre cet homme au téléphone aujourd'hui, reprit Émilie. Je ne t'avais jamais entendu parler si fort. L'appel auquel elle faisait référence concernait un des dirigeants de l'entreprise, qui s'était plaint de ses absences fréquentes ces dernières semaines. Noah avait effectivement perdu son sang-froid, ce qui n'était pas dans ses habitudes, lui qui était d'ordinaire si froid et maîtrisé. Parfois, on doit parler fort pour se faire entendre.
expliqua-t-il maladroitement. Émilie acquiesça, avec une sagesse qui dépassait son âge. Maman dit que parfois il faut rugir comme un lion, même si on se sent petit comme une souris. Encore une perle de la sagesse apparente de Claire. À chaque mention, l'image de la jeune femme se précisait, encore dans l'esprit de Noah. « Il est l'heure de dormir, dit-il en ajustant la couverture sur Émilie. « Tu vas retrouver maman demain ?» demanda-t-elle, comme elle le faisait tous les soirs. « On fait tout notre possible, » répondit-il comme toujours. Mais cette fois, il ajouta, « Et on a des nouvelles pistes, de bonnes pistes. » Le sourire ensommeillé d'Émilie fut une récompense suffisante pour cet élan d'espoir. Après qu'elle se fut endormie, Noah redescendit à son bureau. Le domaine était silencieux à présent, seulement ponctué par le passage discret des gardes qui veillaient dans les jardins. Il avait grandement renforcé la sécurité depuis qu'il était apparu que Claire pouvait fuir une menace bien réelle. Il relisait les derniers rapports de la journée lorsque son téléphone sonna. L'identifiant affichait le numéro de Marcus. « Brent Hayes, répondit-il. « Monsieur, on a un élément, déclara Marcus, la voix à la fois tendue et chargée d'une excitation maîtrisée. Anna a suivi une piste à Nice. Une femme correspondant à la description de Claire a été aperçue dans une petite ville côtière à environ 2 heures de route d'ici. Noah sentit son cœur s'emballer. Quand? Hier. Elle se fait appeler Claire Wilson cette fois. Elle a loué une chambre dans une pension payée en liquide, semble être seule. Tu es sûr que c'est elle? La description concorde et Anna est en route pour confirmer. Si c'est vraiment Claire, on peut y être en moins de 3 heures. Noah regarda l'horloge. 22h17. Organise tout. Je pars à l'aube. Et Émilie? Noah hésita. Emmener la fillette pouvait être risqué, surtout si Claire était encore en danger. Mais s'il s'agissait d'une fausse alerte, Émilie serait anéantie de ne pas être venue. Elle vient avec nous, décida-t-il finalement. Si c'est vraiment Claire, Émilie doit être là. Après avoir raccroché, Noah resta immobile quelques minutes, essayant de s'imaginer ce qui pourrait se passer le lendemain. Après des semaines de recherche, allait-il enfin retrouver Claire? Et ensuite, que dirait-il à la femme qu'il avait connue et aimée, mais dont il n'avait plus aucun souvenir? Comment expliquerait-il avoir oublié tout leur passé commun? Et surtout, que Claire allait-elle lui expliquer? Pourquoi s'être cachée pendant 5 ans? Pourquoi avoir choisi ce moment pour lui envoyer Émilie? Noah monta lentement l'escalier et s'arrêta devant la porte de la chambre d'Émilie. Il l'ouvrit avec précaution. La petite dormait profondément, serrant toujours son ours en peluche. Demain, peut-être, leur petite famille brisée commencerait-elle enfin à se retrouver, ou peut-être ferait-il face à des révélations qui bouleverseraient à nouveau toute leur vie. Refermant doucement la porte, Noah se rendit dans sa propre chambre. Sur la table de chevet, il posa la photo qu'Anna avait dénichée, Claire et Émilie souriantes dans ce parc. « Souviens-toi » était-il écrit au verso. Demain peut-être se souviendrait-il enfin. Le voyage jusqu'à la petite ville côtière s'avéra être un faux espoir. La femme identifiée comme Claire Wilson n'était qu'une touriste qui présentait une vague ressemblance avec la mère d'Émilie. Encore une piste sans issue. Noah et Émilie rentrèrent au domaine Hayes en silence. La déception était palpable, même si Noah tentait de l'atténuer aux yeux d'Émilie. Celle-ci pourtant gardait un moral étonnamment solide, assurant que, la prochaine fois, on trouvera maman, c'est sûr. 3 jours après leur retour, un calme dimanche matin fut interrompu par le bruit de plusieurs voitures arrivant devant le domaine. Depuis son bureau, Noah vit par la fenêtre 3 véhicules luxueux se garer. Une Bentley noire qu'il reconnut immédiatement, suivie de 2 SUV haut de gamme. « Pince » maugréa-t-il. La dernière personne qu'il souhaitait voir débarquait à l'improviste. Gerald Hayes, son père, sortit de la Bentley avec sa prestance habituelle. À 68 ans, il dégageait encore la même aura intimidante qui avait marqué toute l'enfance et la jeunesse de Noah. Juste derrière lui, sa mère, Eleanor, toujours élégante et distante. Des autres voitures descendirent à son frère aîné, Richard, accompagné de son épouse Vanessa, ainsi que sa sœur Caroline et son mari. Toute la famille Hayes, au grand complet. Ça ne présageait rien de bon. Noah n'eut pas le temps de prévenir Émilie qui jouait dans le jardin avec Sarah. Quand la sonnette retentit, il était déjà trop tard. « Monsieur Hayes » annonça le majordome à la porte du bureau, « votre famille est dans le salon. »« Dites-leur que j'arrive » répondit Noah tentant de rassembler ses esprits.
Lorsqu'il pénétra dans l'imposant salon, toute la famille était installée comme en conseil de guerre. Gérald, debout près de la cheminée, ressemblait à un général prêt à livrer bataille. « Noah » commença son père sans préambule. « Nous sommes venus dès que nous avons su. Pourquoi ne pas nous avoir informés de cette situation ?» Noah soutint son regard. « Bonjour à toi aussi, papa. Maman, Richard, Caroline. » Éléanore esquissa un sourire pincé. « Chérie, nous sommes inquiets. »« Inquiets de quoi exactement ?» demanda Noah, même s'il se doutait de la réponse. « De cette absurdité, » répliqua Gérald sèchement. « Diane nous a mis au courant au sujet de la fillette et de toute cette histoire ridicule. » Noah sentit une bouffée de colère. Diane était son avocate personnelle, mais gérait aussi des affaires pour Ace Technologies. Visiblement, sa loyauté était partagée. « Émilie n'est pas une absurdité, » répliqua Noah, gardant une voix maîtrisée. « C'est ma fille. Le test ADN le prouve. Un test ADN, ça se fabrique, » intervint Richard avec ce ton condescendant que Noah avait toujours détesté. Surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Vanessa, toujours prompte à s'immiscer, ajouta « On connaît tous ce genre d'arnaque, Noah. Une femme qui débarque de nulle part, prétendant avoir un enfant d'un homme riche, c'est un grand classique. La fillette n'est pas sortie de nulle part, » répliqua Noah. Et Claire n'a rien demandé. Elle n'est même pas apparue pour faire la moindre exigence. « Pour l'instant, » corrigea Gérald. « Ce n'est que la première étape du plan. Envoyer l'enfant, créer un lien affectif, puis apparaître pour réclamer des millions si on ne veut pas de scandale. » Noah faillit ricaner face à l'ironie. Son père, si soucieux d'éviter un scandale, alors que ce qu'il avait lui-même fait 6 ans plus tôt était potentiellement bien plus grave. « Le test ADN est formel, » insista Noah. « Émilie est ma fille biologique. »« Et la mère ?» demanda Caroline, le ton moins acerbe mais toujours teinté de méfiance. « Qui est cette Claire Donovan? Qu'est-ce qu'on sait d'elle ?» Avant que Noah ne réponde, la porte du salon s'ouvrit. Émilie entra, les cheveux encore humides et vêtue d'une robe propre. Apparemment, Sarah l'avait ramenée à l'intérieur après le jardin. Elle se figea à la vue de tant d'inconnus et prit soudain un air timide. Un silence tomba. 6 pères d'yeux, méfiants ou curieux, se braquèrent sur cette petite silhouette. « Émilie » appela Noah, en tendant la main vers elle. « Viens ici. » La fillette traversa la pièce et vint se tenir près de lui, observant les adultes avec appréhension. « Voici Émilie » présenta Noah. « Ma fille. » Gérald observa l'enfant d'un air analytique. « Elle a le nez de la famille Hayes, concéda-t-il. « À contre-cœur. »« Et le regard aussi, » ajouta Éléanore, dont l'expression semblait s'adoucir légèrement. Émilie parcourait la salle du regard, manifestement mal à l'aise sous tant d'examen. « Qui sont-ils » demanda-t-elle à voix basse, en se tournant vers Noah. « C'est mon père, ma mère, mon frère et ma sœur, » expliqua-t-il doucement. « Ta famille. » Gérald s'avança d'un pas, s'adressant à Émilie sur un ton qui rappelait une réunion d'affaires. « Alors comme ça, tu es la fille de Claire Donovan. Qu'est-ce que ta mère t'a dit sur nous ?» Émilie se réfugia un peu plus près d'eux. Noah. « Rien, elle ne m'a parlé que de mon papa. »« Et qu'est-ce qu'elle a dit à propos de ton papa ?» insista Gérald. Noah s'interposa. « Ça suffit. Émilie, tu veux bien aller avec Sarah préparer un goûter? Je vais discuter avec la famille. » La petite parut soulagée de quitter cette atmosphère tendue. Dès que la porte se referma derrière elle, Noah se tourna vers ses proches. « Je veux être très clair, » déclara-t-il, la voix basse et ferme. « Émilie est ma fille. Ce n'est ni une escroquerie, ni une mise en scène ridicule, et je n'autoriserai personne à la traiter comme telle. »« Noah, » reprit Gérald d'un ton autoritaire familier, « tu ne réfléchis pas clairement. Cette femme, Claire, a évidemment profité de toi. » « Du passé que vous avez aidé à effacer ?» l'interrompit Noah. « L'accident que j'ai eu, l'amnésie. Étonnant comme personne n'a jugé bon de mentionner que j'avais perdu plus d'1 an de ma vie. » Éléanore sembla soudain mal à l'aise. Richard et Caroline échangèrent des regards embarrassés. « C'était pour ton bien, » insista Gérald sans ciller. « Tu suivais une voie autodestructrice en fréquentant des gens inadaptés, compromettants. C'est l'avenir que nous avions bâti pour toi. » « Des gens inadaptés, » répéta Noah avec amertume. « Comme Claire. »« Surtout comme elle, » confirma Gérald. « Une serveuse de café sans perspective ni relation. Selon moi, elle voulait s'accrocher à la famille Hayes. Nous avons fait ce qu'il fallait. » L'aveu, aussi direct qu'inhumain, frappa Noah de plein fouet. Ses soupçons se confirmaient.
La famille l'avait volontairement tenu éloigné de la femme qu'il aimait pendant sa convalescence. « Vous n'aviez pas le droit de faire ça », déclara-t-il, la voix tremblante de colère. « Nous avions le devoir de protéger les intérêts de cette famille, » rétorqua Gérald, « et c'est exactement ce que nous faisons encore. Cet enfant ne peut pas simplement rejoindre les Hayes sans prendre en compte les implications légales, financières et notre image publique. » Noah balaya la pièce du regard, son père autoritaire, sa mère passive, son frère arrogant, sa sœur indécise, cette famille qui avait toujours dicté le cours de sa vie. « Je ne vais le dire qu'une seule fois, » annonça-t-il d'une voix plus assurée que jamais face à son père. « Émilie est ma fille, et elle restera avec moi. Je vais continuer à chercher Claire, et aucun de vous ne s'en mêlera d'aucune manière. » Noah, commença Gérald, mais il fut interrompu. « Si vous interférez, si vous faites quoi que ce soit contre Émilie ou Claire, je romprai tous les liens avec cette famille. Mes parts, dans l'entreprise, mon poste de PDG, mon nom, vous pourrez tout garder. Mais Émilie restera avec moi. » L'ultimatum tomba comme une menace orageuse. Gerald Hayes n'avait presque jamais été défié, encore moins par son plus jeune fils d'ordinaire obéissant. « Tu ne penses pas clairement, » reprit Gérald. « Cette fillette n'est là que depuis quelques semaines. Nous sommes ta famille, depuis 38 ans. Et au cours de toutes ces années, quand avez-vous vraiment agi dans mon intérêt, pas dans celui du nom Hayes ?» répliqua Noah. « Émilie est peut-être arrivée il y a peu, mais elle est déjà plus sincère que quiconque. » Dans cette pièce, Eleanor se leva visiblement troublée. « Gérald, nous devrions laisser un peu de temps à Noah. Il est clair qu'il a développé un attachement pour cet enfant. » Gérald fixa son fils d'un regard froid. « Ce n'est pas terminé, Noah. Une fois que tu auras dépassé cette sentimentalité, nous discuterons des mesures pratiques à prendre. » « Il n'y a aucune mesure à prendre, » répondit Noah. « Il y a une réalité à accepter. » La famille Hayes quitta les lieux aussi méthodiquement qu'elle était arrivée. Quand la dernière voiture franchit le portail, Noah sentit ses épaules se détendre, comme si on venait de lui retirer un poids gigantesque. Il trouva Émilie dans la cuisine en train de manger un sandwich préparé par Sarah. Elle le regarda avec attention, semblant percevoir la tension qui émanait encore de lui. « Il ne m'aime pas », constata-t-elle simplement sans poser la question. Noah s'installa à côté d'elle. « Ils n'aiment pas grand-chose qui leur échappe, » répondit-il honnêtement. « Mais ça n'a aucune importance. Pourquoi ? Parce que moi je t'aime bien, » dit Noah, surpris de la facilité avec laquelle les mots franchirent à ses lèvres. « Et personne ne changera ça. » Émilie sourit, lui tendant la moitié de son sandwich. Un geste simple, mais qui signifiait plus pour Noah que toute l'approbation que Gerald Hayes avait pu lui accorder en 38 ans. À cet instant, il sut qu'il avait fait le bon choix. Pour la première fois, il avait choisi son propre chemin, et plus question de revenir en arrière. Le téléphone sonna à 3h17 du matin. Noah, d'un sommeil léger et agité, décrocha avant la fin de la deuxième sonnerie. « Hayes » répondit-il tout de suite en alerte. « On l'a trouvé. » La voix de Marcus Brent ne laissait place à aucune introduction. Claire Donovan. Cette fois, on en est sûr. Noah se redressa dans son lit, le cœur battant. Où ? Dans une pension appelée Port-Tranquille, en périphérie de Villemarin. À environ 1 heure de route d'ici. Notre contact local l'a formellement reconnue grâce aux photos. Depuis combien de temps elle est là ? Au moins 3 jours. Elle semble seule, discrète. Elle a loué la chambre pour 1 semaine, payée en liquide. Noah était déjà debout en train d'ouvrir son placard. « J'y vais tout de suite. Monsieur, je recommande la prudence. Il vaudrait mieux attendre le lever du jour et elle peut disparaître d'une minute à l'autre. » Coupa Noah. « Je ne prendrai pas le risque. Prépare la voiture. Réveille. Émilie, on part dans 20 minutes. » Tout en s'habillant en hâte, Noah ressentait un mélange d'anxiété et d'excitation. Après près de 2 mois de recherche, ils allaient enfin retrouver Claire. Que pourrait-il bien lui dire ? À quoi ressemblerait celle dont il ne conservait qu'une image floue à travers des photos et des bribes de rêve ? Sarah était déjà dans la chambre d'Émilie lorsque Noah arriva. La petite, encore ensommeillée, se frottait les yeux pendant que la gouvernante l'aidait à enfiler un manteau sur son pyjama. « Papa » murmura Émilie un peu perdue. « Pourquoi il fait nuit ?» Noah s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Émilie, on a retrouvé ta maman. » L'effet fut immédiat. Les yeux de la fillette s'ouvrirent grands, toute trace de sommeil effacée. « Maman, où ça ?»« Dans une ville pas très loin d'ici. On va la voir tout de suite. »
Émilie sauta au bas du lit, soudain pleine d'énergie. « Allons-y, maintenant !» Moins de 30 minutes plus tard, ils étaient en voiture. Noah, Émilie et 2 gardes du corps dans un SUV discret. Marcus suivait dans un autre véhicule, quelques minutes plus en avant, pour s'assurer que tout restait sous contrôle. Le trajet se déroula dans un silence ponctuel. Noah, concentré sur la route et perdu dans ses pensées, jetait parfois un coup d'œil dans le rétroviseur vers Émilie, qui fixait l'obscurité en serrant son ours en peluche contre elle. « C'est comment, Villemarin ?» finit-elle par demander. « C'est une petite ville près de la mer, » répondit Noah. « Je n'y suis jamais allé, mais on dit que c'est calme. »« Maman aime la mer, » commenta Émilie. Quand on habitait près de la plage, elle était toujours plus joyeuse. Un détail de plus sur Claire que Noah emmagasina mentalement. Chaque information lui semblait cruciale, comme les pièces d'un puzzle à reconstituer. 1 heure plus tard, le ciel commençait à s'éclaircir. Lorsqu'ils entrèrent dans les limites de Villemarin, une localité paisible, aux maisons simples et aux commerces modestes. Marcus les attendait à une station-service à l'entrée principale. « J'ai vérifié sur place. Elle est toujours là, » dit-il. « Chambre 8, au bout du couloir au rez-de-chaussée. D'après la propriétaire, elle sort d'ordinaire vers 7 heures pour prendre un café dans un petit bistrot. » Noah consulta l'heure. 5h42. Allons directement à la pension. Port Tranquille était un établissement modeste, à la façade défraîchie et au jardin mal entretenu. Le genre d'endroit où l'on s'arrête entre 2 destinations, ou lorsqu'on dispose de peu de moyens. Le parking ne comptait que 3 voitures, toutes anciennes. « Attendez ici », ordonna Noah à l'un des gardes qui resta avec le véhicule. « Marcus, toi et Ryan, tenez-vous prêts, mais restez discrets. Je ne veux pas qu'elle ait peur. » Émilie serra la main de Noah avec plus de force, alors qu'ils franchissaient la porte de la réception. Une dame âgée leur ouvrit, encore en robe de chambre, l'air à moitié endormi. « Nous devons voir Claire Donovan », dit Noah sans préambule. « C'est urgent. » La femme fronça les sourcils. « À 7 heures, elle dort comme tout le monde. S'il vous plaît, » intervint Émilie d'une voix douce et inquiète. « C'est ma maman. » Le visage de la dame s'adoucit en voyant l'enfant. Elle l'observa un instant, puis reporta son attention sur Noah, semblant comprendre. « Chambre 8, » consentit-elle finalement, au fond du couloir à gauche. Le couloir menant à la chambre parut interminable. Émilie se cramponnait à la main de Noah de plus en plus fort. Quand ils atteignirent enfin la porte numérotée 8, Noah sentit un bourdonnement dans ses oreilles, comme si la pression atmosphérique changeait. « On frappe ?» chuchota Émilie. Noah hocha la tête, incapable de répondre. Il leva la main et frappa 3 fois doucement. Pas de réponse. Il frappa à nouveau, un peu plus fort. Des pas résonnèrent à l'intérieur. Émilie retint son souffle, puis une voix, inconnue pour Noah mais qui lui causa un frisson à la peau. « Qui est là ?» Méfiante, tendue, Émilie s'exprima avant que Noah ne réagisse. « Maman, c'est moi !» Un moment de silence total, suivi du bruit d'une chaîne de sûreté qu'on retire, puis celui d'une clé tournant dans la serrure. La porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres, retenue par la chaînette. Un œil apparut dans l'entrebâillement, puis un hoquet de surprise audible. La porte se referma aussitôt pour que la sécurité soit enlevée, et s'ouvrit largement l'instant d'après. Claire Donovan se tenait face à eux. Ses cheveux châtains étaient plus courts que sur les photos, et de profondes cernes soulignaient son visage pâle. Vêtue d'un t-shirt simple et d'un jean, elle paraissait plus maigre qu'avant. Mais ses yeux, les mêmes que Noah avait vus sur les clichés, étaient agrandis par la stupeur, brillant de larmes contenues. « Émilie » souffla-t-elle, comme si elle craignait que sa fille ne soit qu'une vision. « Maman » Émilie lâcha la main de Noah pour se jeter dans les bras de Claire. Claire serra sa fille contre elle, fermant les yeux et laissant enfin couler ses larmes. Son expression était un mélange de soulagement et de gratitude, comme quelqu'un qui reprend son souffle après trop longtemps sous l'eau. Puis, sans lâcher Émilie, elle leva les yeux vers Noah. L'impact fut immédiat et bouleversant. Dès que leurs regards se croisèrent, quelque chose explosa dans l'esprit de Noah. Pas un souvenir complet, mais un flash si intense qu'il en vacilla presque. Un rire, du café renversé sur son pantalon, des excuses maladroites, une serviette, tendue pour éponger. « Ne t'inquiète pas, je détestais déjà ce pantalon. » Ses mêmes yeux pétillants d'humour et d'embarras. « Noah, » dit Claire,
l'appelant par son prénom d'une voix qui résonnait en lui. Le son de son nom sur ses lèvres lui parut étrangement familier, comme un écho lointain de quelque chose qu'il aurait entendu 1000 fois. « Claire » répondit-il, ressentant l'étrangeté de s'adresser à une femme qu'il connaissait et méconnaissait à la fois. Émilie, toujours dans les bras de sa mère, les observait tour à tour, l'espoir dans le regard. Claire, prenant conscience qu'ils étaient dans le couloir, se recula pour leur laisser de la place. « Entrez », dit-elle, d'une voix à la fois prudente et résignée. La chambre était petite et impersonnelle. Un lit simple, une table de chevet, une armoire vieillotte. Une valise ouverte dans un coin et quelques papiers sur la table constituaient les seuls signes de présence. Claire avait fait de l'anonymat un art de vivre. « Ça va, maman » demanda Émilie en scrutant le visage de Claire soucieuse. « Oui, maintenant, ça va » répondit Claire, l'étreignant à nouveau. Puis à contre-cœur, elle reporta son attention sur Noah. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« J'ai déployé une équipe pour te chercher dès le jour où Émilie est arrivée, » expliqua Noah. « Pourquoi tu t'es enfui? Pourquoi avoir envoyé Émilie chez moi sans un mot d'explication ?» Claire hésita, jetant un coup d'œil significatif à la fillette. Noah comprit le message. « Émilie, veux-tu aller avec Marcus chercher un café pour nous? Je parie qu'ils servent déjà des crêpes à cette heure. » La fillette sembla réticente à l'idée de quitter sa mère tout juste retrouvée. « Mais je viens à peine de la retrouver. Je serai là à ton retour, promis, » assura Claire en caressant ses cheveux. « J'ai besoin de parler avec ton père un instant. » Une fois Émilie partie avec le garde du corps, un silence lourd s'installa dans la chambre. Claire s'assit sur le bord du lit, l'air soudain épuisé. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ?» lança-t-elle enfin. Noah ne vit aucune raison de mentir. « Non, pas totalement. J'ai eu un accident il y a 6 ans et j'ai perdu des pans entiers de mémoire. »« Des pans entiers de mémoire », répéta Claire avec un rire sans joie. « C'est ce que ton père a dit quand j'ai tenté de te voir à l'hôpital. Noah a perdu certains souvenirs, mais il va de l'avant. C'est mieux pour tout le monde que vous ne perturbiez pas son rétablissement. » Un nouveau flash frappa Noah. L'hôpital. Une douleur lancinante dans sa tête. Son père au téléphone dans le couloir. Non, personne à part la famille. Docteur comprenait bien que c'est pour son bien. Certaines complications sont mieux laissées derrière. « Nous étions proches ?» demanda-t-il, conscient du caractère dérisoire de la question. Claire le fixa longuement. « Nous étions fiancés, Noah. Nous vivions ensemble depuis près d'1 an quand tu as eu ton accident. » La révélation le choqua comme un coup de poing. Fiancés. Pas seulement une liaison, pas quelque chose de passager. Ils étaient sur le point de se marier. L'ampleur de la nouvelle fit accélérer son cœur. Pourquoi ma famille? Pourquoi ils m'ont tenu à l'écart? Coupa Claire. Parce que j'étais une simple serveuse lorsque nous nous sommes rencontrés. Parce que je n'avais pas le réseau ni le statut qu'il voulait. Parce que, d'après ton père, je nuisais à ton avenir. Il ne voulait pas que tu renonces à ta destinée pour une personne sans importance. D'autres fragments de mémoire réapparurent. Une dispute violente avec son père. C'est une opportuniste. Tu ne la connais pas? Des portes qui claquent. Une conduite furieuse sous la pluie. La voiture qui dérape. La nuit de l'accident, murmura Noah. C'était après une dispute avec mon père, à propos de toi. Claire acquiesça lentement. Tu es parti furieux du domaine Ace. Tu allais rentrer à notre appartement quand tu as perdu le contrôle de ta voiture sous la pluie. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Et après? Ensuite? Claire laissa échapper un rire amer. Ensuite, quand je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que seuls tes proches pouvaient te rendre visite. Quand j'ai insisté, ils ont fait venir la sécurité. J'ai essayé chaque jour pendant 2 semaines. À la 3e, ton père m'a enfin reçu. Claire marqua une pause, visiblement submergée par l'émotion. Il m'a dit que tu avais perdu une partie de ta mémoire, dont tout ce qui concernait notre relation, que les médecins conseillaient d'éviter tout choc émotionnel supplémentaire, que pour ton bien je devais disparaître. Et tu l'as cru? Demanda Noah ébahi. Non, je ne l'ai pas cru, répliqua Claire. J'ai tout fait pour te joindre. Lettre, appel, même me présenter à ta société. Les gardes avaient ma photo. Ta famille avait tout verrouillé autour de toi. Les fragments que Noah avait rassemblés ces dernières semaines s'alignaient enfin, dessinant un tableau sinistre. Son père, sa famille, ils avaient sciemment profité de son amnésie pour effacer Claire de sa vie.
pour réécrire son histoire. Et puis tu as découvert que tu étais enceinte, conclut-il, la réalisation lui pesant. Claire hocha la tête. 2 semaines après avoir renoncé à te voir. Au début, j'ai pensé réessayer. Même Gerald Hayes ne pourrait pas nier à un homme le droit de savoir qu'il allait être père. Mais j'ai reçu la visite d'un avocat de la famille Hayes. Ils m'ont offert une somme conséquente pour disparaître. Quand j'ai refusé, ils se sont mis à me menacer. Subtilement d'abord, puis plus directement. J'ai perdu mon emploi. Mon appartement a pris feu de façon suspecte. J'ai compris le message. Noah ressentit un profond dégoût. Sa propre famille avait causé tant de souffrance à Claire et à leur enfant. Alors tu as fui. J'ai fui pour protéger notre fille, corrigea Claire. J'ai déménagé sans cesse, changé de ville et de travail, toujours sur mes gardes, redoutant qu'il ne nous retrouve. Pendant 6 ans, murmura Noah, pleinement conscient de l'ampleur de ce drame. Tu as élevé notre fille toute seule en cavale pendant 6 ans. Et j'aurais continué si je n'avais pas constaté récemment qu'il nous avait localisés, poursuivit Claire, passant une main sur son visage marqué par la fatigue. Il y a 2 mois, j'ai vu qu'on nous filait à nouveau. J'ai reconnu un des hommes que Gerald avait engagé. J'ai su qu'ils allèrent bientôt nous rattraper. Alors j'ai fait le choix le plus douloureux de ma vie, envoyer Émilie chez moi. Claire acquiesça, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Tu étais le seul à pouvoir la protéger s'il m'arrivait quelque chose. Je savais que si elle arrivait jusqu'à toi, même ton père n'oserait pas lui faire de mal, pas à une Hayes. Noah ressentit un tourbillon d'émotions. Colère envers sa famille, culpabilité de ne pas avoir été là, peine pour le temps perdu. Mais surtout, la conscience que les machinations de Gerald Hayes avaient détruit plusieurs vies. « Je suis désolé, dit-il finalement, la voix brisée. Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as enduré, pour mon absence, pour l'oubli. » Claire le regarda avec une expression complexe, de la douleur, de l'épuisement, mais aussi une forme de compréhension. « Tu n'as rien choisi, Noah. Tu n'as pas choisi l'accident, ni de m'oublier. Ils ont profité de la situation, et tu as été aussi victime que moi. » Noah fit un pas vers elle, puis s'arrêta, incertain. Comment consoler quelqu'un qui avait tant compté pour lui, alors qu'il ne se souvenait plus entièrement de leur histoire? À cet instant, un autre flash de mémoire, plus précis que les précédents. Claire dans ses bras, tous deux allongés sur un vieux canapé, avec un fond de jazz. Elle riait contre son cou. Je n'aurais jamais cru tomber amoureuse d'un mec en costard. Je n'aurais jamais cru troquer mon costard contre un jean déchiré avec autant de plaisir. Une sensation de paix, de plénitude, d'amour. Je commence à me souvenir, dit-il doucement. Pas de tout, mais de bribes, de sentiments. Claire acquiesça, essuyant ses larmes. Émilie te ressemble quand elle sourit, commenta-t-elle, changeant légèrement de sujet. Chaque fois que je la voyais, je te revoyais. C'était à la fois une consolation et une souffrance. Le bruit de pas pressés annonça le retour d'Émilie. La porte s'ouvrit, et elle entra en tenant un sac en papier. « J'ai apporté des crêpes pour tout le monde », clama-t-elle fièrement. « Et du café pour les grands. » Claire adressa à sa fille un sourire qui éclaira son visage fatigué. Puis, elle croisa le regard de Noah, comme pour lui poser une question muette. « Émilie », annonça Noah en s'agenouillant devant elle, « ta maman et toi allez revenir avec moi à la maison, chez nous, si elle est d'accord. » Émilie se tourna vers Claire, pleine d'espoir. La jeune femme semblait partagée, mais ne rejeta pas l'idée. « Il faut qu'on parle encore », finit-elle par dire, la voix tremblante. Beaucoup de choses à régler, à envisager, mais pour la première fois en 6 ans, l'espoir était là. Une famille brisée par la manipulation et l'amnésie, désormais avec la possibilité de se réunir, même si la route restait incertaine et les obstacles nombreux. Noah savait qu'il ne récupérerait peut-être jamais la totalité de ses souvenirs. Mais en voyant Émilie distribuer des crêpes entre lui et Claire, il comprit qu'il n'était pas nécessaire de reconstituer tout le passé. Peut-être pouvait-il en créer un nouveau, ensemble. 3 semaines après avoir retrouvé Claire, Noah se réveilla avec un sentiment de clarté absolue. Les séances avec la Dretchen portèrent à leurs fruits. Ses souvenirs s'étaient presque entièrement reconstitués. Il ne s'agissait plus de flashs isolés, mais de pans entiers de sa vie avec Claire. Il se rappelait de la bague de fiançailles, un simple diamant monté sur de l'or blanc qu'il lui avait offerte sous les étoiles, du petit appartement qu'ils partageaient, de leur projet d'avenir, de la nuit de l'accident après la dispute avec son père. Le puzzle de son esprit était désormais complet.
Il était temps de faire face à sa famille. Je veux voir. Tout le monde aujourd'hui, chez moi à 14 heures, écrivit-il à son père. La réponse ne se fit pas attendre. Impossible aujourd'hui. Réunion du conseil. Je viens d'annuler la réunion il y a 10 minutes. Je viens de prévenir tous les membres. Aujourd'hui, 14 heures. Pendant le petit déjeuner, Noah observa Claire et Émilie discuter de la décoration de la chambre de la fillette. Une normalité si précieuse régnait dans cette scène qu'il en eut presque le cœur serré. C'était ce qu'il aurait pu avoir ces 6 dernières années. « Ma famille vient à 14 heures, annonça-t-il. Il est temps de tout clarifier. » Claire le regarda, tendue. « Qu'est-ce que tu comptes faire exactement ?»« J'ai retrouvé la majeure partie de ma mémoire. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Je ne vais pas les laisser continuer à nous menacer. » « Nous menacer ?» Claire répéta avec une once d'amertume. « Notre famille ?»« Oui, notre famille. Quoi qu'il arrive entre nous deux, nous formons une famille. Et je ferai en sorte que personne ne s'y oppose à nouveau. » À 14 heures précises, les voitures de luxe s'arrêtèrent devant la porte. Gerald et Eleanor Hayes en sortirent les premiers, suivis de Richard, Caroline et leurs conjoints respectifs. Noah les reçut dans le salon principal, avec Claire à ses côtés, silencieuse mais résolue. « Bien, » attaqua Gerald sans préliminaire. « Il semble que la situation se soit compliquée. » Son regard glacial se posa sur Claire, qui soutint sans fléchir. « Asseyez-vous, » dit Noah. « Je n'en ai pas pour longtemps, mais tout le monde doit entendre. » Noah resta debout, sentant le dernier morceau du puzzle s'assembler. Le jour de l'accident, quand il avait prévu d'annoncer ses fiançailles à la famille. « J'ai recouvré mes souvenirs, » déclara-t-il. « Tous. Je me souviens de ma rencontre avec Claire, de notre relation, de notre décision de vivre ensemble, et de votre opposition. » Gerald ne sourcilla pas. « Les illusions romantiques ne changent pas les faits, Noah. Tu as eu un grave accident. Et vous en avez profité pour réécrire ma vie, » l'interrompit Noah. « Pour effacer Claire. » Richard tout sauta, mal à l'aise. « Noah, on a fait ce qu'on jugeait le mieux. » « Le mieux ?» Noah eut un rictus. « Menacer une femme enceinte? Incendier son appartement ?» Eleanor pâlit, tournant son regard vers Gerald. « Gerald, tu avais dit que tu t'étais contenté de la persuader. » Gerald resta impassible. « Tout a été fait pour te protéger, toi et l'entreprise. Cette serveuse te détournait de ton avenir. Ce n'était pas un simple caprice, » intervint Claire, la voix ferme. « Nous étions fiancés, sur le point de nous marier. Et lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, je voulais juste que Noah le sache. » Caroline regarda son père, horrifiée. « Tu as proposé de l'argent pour qu'elle disparaisse, sachant qu'elle portait ton petit enfant? » « Une grossesse. Prétendue est la plus vieille arnaque du monde, » argua Richard. « Émilie à mes yeux, mon nez jusqu'à mon sourire, » rétorqua Noah. « Et vous avez vu le test ADN. C'est ma fille, et vous m'avez volé 6 ans de sa vie. » Gerald se tourna à nouveau vers Claire. « Alors qu'est-ce que tu veux au final? De l'argent? De la reconnaissance ?» Claire fit un pas en avant. « Je veux que tu ne t'approches jamais plus de ma fille. Je veux que tu comprennes que tu as échoué. Malgré tout ton pouvoir, tu n'as pas pu séparer Noah de sa vraie famille. » Noah se plaça aux côtés de Claire. « Je suis là pour énoncer les conditions, pas pour négocier. Claire et Émilie restent avec moi. Et si vous tentez de nous séparer encore une fois, les conséquences seront définitives. »« Tu es en train de menacer ton propre père, » siffla Gerald les yeux plissés. « Je promets de protéger ce qui compte pour moi. Si cela implique de renoncer à la présidence de Hayes Technologies, à mes parts ou même à mon nom, je le ferai. » Eleanor se leva brusquement. « Noah, tu es en train de parler d'abandonner ta succession, ta place. Tout ça pour ma famille, » coupa Noah. « Quelque chose que vous auriez dû comprendre, au lieu de réduire ce mot à des alliances stratégiques. » La stupéfaction se lisait sur tous les visages. Noah ne s'était jamais rebellé de la sorte contre eux. « Tu as des obligations envers cette famille et la société, » tenta encore Gerald. « Je ne te laisserai pas tout détruire. C'est toi qui choisis, père. Accepter la réalité ou perdre ton héritier. » Caroline, la plus compatissante, se leva, avec des larmes aux yeux. « Noah, on est ta famille. Tu ne peux pas juste nous mettre dehors de ta vie. »« Vous avez mis Claire et Émilie dehors de la mienne sans la moindre hésitation, » répondit Noah plus doucement. « Je ne vous demande pas de choisir un camp. Je pose mes limites. Ceux qui les respecteront seront les bienvenus. » Gerald Hayes se leva, le visage empourpré par la rage contenue. « Cette discussion n'est pas terminée, Noah.
Je sais désormais qui tient réellement à moi, répondit Noah en regardant Claire. La famille Hayes repartit en une procession silencieuse. Seule Caroline s'attarda, murmurant « Je suis désolé » avant de suivre les autres. « Tu comptais vraiment faire tout ça ?» demanda Claire une fois qu'ils furent seuls. « Renoncer à tout ?» Je l'ai déjà fait. À l'instant où j'ai choisi de les affronter. Ils ne renonceront pas si facilement, avertit Claire. Je ne leur demande pas de renoncer, seulement de respecter mon choix. Noah marqua une pause, puis effleura le visage de Claire. Un choix que j'avais déjà fait une première fois, quand je t'ai offert cette bague. Claire ne recula pas, mais son regard restait prudent. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. C'est vrai, mais certaines choses n'ont pas changé. Ce que j'ai ressenti pour toi, ce que je ressens encore, est toujours là. Émilie fit irruption dans le salon, interrompant leur échange. « Ils sont partis ?» demanda-t-elle, en jetant un coup d'œil autour d'elle. Noah s'agenouilla, à sa hauteur. « Voyez, ils sont partis. Ils étaient fâchés ?» s'enquit la fillette très perspicace. « Un peu, reconnut Noah, mais ce n'est pas grave. On va rester ici, tous ensemble ?» Noah regarda Claire, lui laissant le soin de répondre. Elle hésita, un instant avant de déclarer « Oui, Émilie, on va rester, pour l'instant. » C'était un début. 3 mois plus tard, la maison au bord de la mer était presque prête. Noah l'avait achetée sur un coup de tête, surprenant Claire avec ce projet. « Ce n'est pas le domaine Hayes, avait-il expliqué. C'est quelque chose de nouveau. À nous !» Cet après-midi ensoleillé, Noah vérifiait les derniers détails de la construction quand Claire s'approcha. Au loin, Émilie s'amusait à construire un château de sable avec l'aide de Caroline, qui, de manière inattendue, avait été la première à faire un pas vers la réconciliation. « Elle te ressemble vraiment quand elle sourit », commenta Claire. « Et elle a ta détermination », répliqua Noah. « Elle a déjà reconstruit ce château 3 fois parce qu'il n'était pas assez bien. » Claire rit, un son qui fit battre le cœur de Noah plus vite. Chaque sourire d'elle lui paraissait encore une victoire. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle en lui tendant la main fermée, en rangeant les dernières boîtes. Noah ouvrit sa paume. Claire y déposa un petit objet métallique, la bague, celle qu'il avait choisie pour elle 6 ans auparavant. « Je l'ai gardée toutes ces années », avoua Claire. « Même quand je fuyais, même quand j'étais en colère. » Noah observa l'anneau, à présent parfaitement familier. Il se rappelait chaque détail, le choix de la bague, la demande répétée dans sa tête, l'éclat de Claire quand il s'était agenouillé. « Alors ça veut dire, » commença Noah. « Que je suis prête à essayer de nouveau, » répondit Claire. « Pas exactement comme avant. Nous avons changé, mais peut-être en mieux. » Noah contempla la bague, puis Claire et enfin Émilie qui jouait un peu plus loin. 3 vies qui auraient pu rester séparées. Dans un geste qui rappelait une scène de 6 ans plus tôt, il s'agenouilla dans le sable. « Claire Donovan, veux-tu construire une vie avec moi? Encore une fois ?» Claire, les larmes aux yeux, mais un sourire déterminé tendit sa main gauche. « Oui, une nouvelle vie, sans secret, sans souvenir perdu. » Émilie, remarquant la scène, courut vers eux, se jetant dans leurs bras. Tous 3 s'écroulèrent en riant dans le sable, formant un cercle parfait. Tandis que le soleil se couchait sur l'océan, projetant sa lumière dorée sur la maison qui serait bientôt leur nouveau foyer, Noah Hayes se sentit enfin complet. Ni l'héritier des Hayes, ni l'homme aux souvenirs fragmentés. Juste Noah, le père d'Émilie, le compagnon de Claire. Enfin maître de ses propres souvenirs, de sa propre destinée. Et c'était amplement suffisant.